je suis capable de m'adapter, mais je me sens pas à ma place. Euh, Florence Foresti qui se demande qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, c'est quelque chose qui nous vient souvent en tête lorsqu'on ne se sent pas forcément à sa place dans son job. Euh, Dans l'année qui précède, certaines personnes se sont rendues compte qu'elles étaient en fait bien chez elles. Euh, et ma préférée, je me demande tout le temps comment aurait été ma vie si j'avais fait d'autres choix. Et bah, tu serais en train de te demander comment aurait été ta vie si tu avais fait d'autres choix. Donc, juste pour dédramatiser une peur qu'on peut potentiellement avoir de se planter de prochaine étape quand on réfléchit à une prochaine étape professionnelle. Alors, donc, peut-être que vous vous demandez aujourd'hui si votre job actuel vous correspond ou s'il y a une autre voie qui vous permettrait de vous épanouir davantage. Et si c'est le moment de vous lancer dans un projet passion ou dans un autre projet que vous pouvez avoir. Et peut-être que parmi vous, Evelyne et Marine, il y a peut-être des pensées autodépréciatives qui peuvent tourner dans votre tête, du type j'y arriverai jamais, j'ai tout pour être heureux, j'y arrive pas, les autres se bougent et pas moi. Ça peut tourner en bienvenue. Euh, Ça peut tourner dans votre tête, y compris le soir, tard. Monica nous rejoint également, et je ne vois pas son nom. Euh, et donc, bienvenue à vous deux. Euh, je disais, vous avez peut-être des pensées qui tournent en boucle dans votre tête, qui vous empêchent peut-être de dormir le soir. Euh, Si vous êtes mal dans votre job, vous constatez peut-être une baisse d'énergie, pas facile de se lever le matin, étonnamment peu d'envie, même pour ce qui vous fait plaisir habituellement. Plus de temps que d'habitude passé sur le web, de la procrastination dans vos différents projets. Et la procrastination peut être une bonne chose parce qu'elle vous indique qu'il est temps de passer à autre chose. Vous, si vous êtes mal dans votre job, vous constatez peut-être que vos relations sont peu satisfaisantes. J'ai travaillé dans le conseil et sur une des missions, je me sentais transparent, ignoré de mes collègues avec qui j'avais assez peu d'affinité en fait. Du coup, j'avais peu de charisme, je me sentais très seul. Euh, et pour certaines personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur job, leurs relations, que ce soit amicales, familiales, intimes, sont mises en danger par leur humeur massacrante. Elles retournent du travail et elles passent leur humeur sur leurs enfants. Euh, et puis, elles peuvent craindre de partager sur les sujets qui comptent pour elles. Un symptôme qui est hyper fréquent quand on est mal dans son job, et ouais, quand on est mal dans son job, c'est les alertes émotionnelles. Alors, très fréquent, la boule au ventre qu'on ressent quand on arrive sur son lieu de travail, ou comme c'était arrivé à une amie qui était dans le conseil et qui voulait, en fait, qui avait fondamentalement envie d'être médecin, quand elle était dans une mission en hôpital. Le matin, elle était avec sa blouse dans les bâtiments de soins et presque on la prenait pour un médecin et elle était très bien. Et l'après-midi, elle repassait dans les bureaux administratifs pour faire ses tâches de consultante administrative. Elle enlevait sa blouse et elle pleurait. Au moment d'enlever sa blouse, elle disait qu'elle avait l'impression qu'on lui arrachait son rêve. Euh, les personnes qui sont mal dans leur job peuvent constater des répercussions corporelles de ces émotions. Donc, une fatigue récurrente sans vraiment de raison identifiée, de la crainte du burn-out, ou pour certaines personnes, un burn-out qui a eu lieu, euh, des maux récurrents, parfois étonnants, donc souvent de la fièvre, des migraines. J'ai vu passer une hernie discale pour une personne de 25 ans, des symptômes allergiques sans source allergique identifiée. Tous ces symptômes peuvent venir du fait qu'il y a des émotions que vous n'écoutez pas et à force de ne pas être écoutées, elles s'expriment de plus en plus fort et notamment par des répercussions corporelles. Euh, Certaines personnes parmi vous ont peut-être un poste qui est menacé du fait du Covid ou autre, voire supprimé, et vous demandez vers quoi vous tournez. Euh, et donc, ça peut être l'un ou l'autre de ces symptômes qui vous fait envisager de changer de job et euh, ces symptômes peuvent, enfin, la perspective de changer de job peut déclencher un certain nombre de peurs qu'on va voir par la suite. Là, dans un premier temps, j'ai envie de vous poser la question par sondage. Euh, Si j'arrive à les déclencher.
Est-ce que vous constatez l'un et ou l'autre de ces symptômes? Donc j'ouvre le sondage. A priori, vous devriez pouvoir commencer à voter. C'est la première fois que j'utilise cette fonctionnalité. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas le sondage s'afficher. Et donc après, le sondage, sauf erreur, est anonyme. Et donc vous pouvez y aller. Pour info, lors d'une précédente conférence, ces différents symptômes, pensée qui tourne en boucle, basse énergie, relations insatisfaisantes, alerte émotionnelle, répercussions corporelles, étaient assez équitablement répartis entre les personnes qui avaient le souci. Vous pouvez aussi très bien ne pas avoir de ressentir aucun de ces symptômes, et vous allez apprendre des choses tout de même dans cette conférence. Alors, tac, 80% ont voté, ok. Je pense que vous voyez ce qui s'affiche, et donc, au cas où vous ne le verrez pas, les symptômes les plus fréquemment relevés sont donc un bas niveau d'énergie et des alertes émotionnelles. Donc, vous avez également les pensées qui tournent en boucle, les relations insatisfaisantes et les répercussions corporelles. Un poste menacé ou supprimé, ok. Et donc, ces symptômes, en fait, sont souvent un signe qu'il y a un désalignement entre votre job et vos envies profondes. En fait, ce désalignement vient souvent de ce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc, alors, je réorganise un petit peu mes fenêtres pour mieux voir ce qui se passe. On va mettre fin au sondage. Et je représente par des étoiles mes envies profondes. Elles peuvent être très distinctes de ce que m'apporte mon job actuel, ce qui crée un désalignement et ce qui crée tous les symptômes qu'on vient d'évoquer. En fait, le problème, c'est que ces envies profondes, on peut avoir du mal à les identifier. Abraham Maslow, l'auteur de la fameuse pyramide des besoins de Maslow, dit « Savoir ce qu'on veut n'est pas courant, c'est une prouesse psychologique qui est rare et qui est difficile. » Donc, en fait, quand on ne sait pas bien quelles sont ses envies, eh ben, on peut penser que on a des envies, alors qu'en fait, c'est des envies qui viennent surtout de notre milieu extérieur, de notre entourage familial, professionnel, amical, qui souhaite, par exemple, qu'on fasse des études prestigieuses en école de commerce, plutôt que de suivre la voie littéraire dont on a profondément envie. Et du coup, on va chercher un job qui colle à ce qu'on croit être ses envies, alors que c'est pas le cas. Et alors même qu'il existe peut-être quelque part un autre job qui satisferait, enfin dont les caractéristiques colleraient davantage à nos envies profondes. Et donc une fois qu'on a identifié ce qu'étaient réellement nos envies profondes, et ben c'est beaucoup plus facile de voir que cet autre job peut nourrir nos envies. Bienvenue. Et donc du coup, aujourd'hui, cette conférence s'adresse aux personnes dont le job est globalement satisfaisant et qui ont quand même envie de régler certains points problématiques ou qui sont insatisfaites de leur job, voire même carrément franchement en difficulté, qui veulent le quitter, qui ne savent pas forcément vers quoi se lancer. Ou encore des personnes dont le poste est menacé et qui souhaitent identifier des options qui peuvent lui correspondre. Et aux personnes qui ont identifié qu'elles ont, par rapport à cette envie ou cette nécessité de changement professionnel, un certain nombre de peurs qu'on va voir par la suite. Donc si ça vous correspond, vous êtes à la bonne place. On va voir également, même si c'est peut-être pas forcément le focus principal de la conférence, les personnes qui sont frustrées par un niveau de revenu, qui souhaitent le voir changer, ou qui souhaitent changer de voie et ont peur de voir leur revenu diminuer. Et puis peut-être, si vous en avez envie, on va le voir tout à l'heure, on pourra évoquer le manque de confiance dans nos capacités à choisir une prochaine étape professionnelle. Alors, si vous souhaitez uniquement maximiser vos revenus en dehors de toute autre considération, ou si vous n'avez pas l'intention à court terme de vous investir dans une démarche d'introspection et dans l'exploration des différentes possibilités pour vous, la conférence va vous donner des débuts de clés, mais vous allez avoir du mal à les mettre en application. Maturer une transition professionnelle, ça prend du temps et de l'énergie, et
et donc, c'est pertinent. Enfin, sachez que, ouais, qu'il faut investir du temps et de l'énergie pour ce faire. Et donc, à l'issue de cette conférence, vous allez avoir, à minima, je pense qu'on va couvrir au moins ces deux sujets-là, des clés pour apprivoiser vos peurs liées au changement professionnel, et puis les étapes du choix d'une vie professionnelle épanouissante. Et donc, euh, j'ai préparé également d'autres choses, et regardez ce que vous aviez indiqué dans vos différentes envies. Et donc, je vais lancer un sondage pour voir, par ailleurs, qu'est-ce qui peut vous intéresser euh, dans les différents sujets pour lesquels j'ai préparé le contenu. Donc, sondage. Comment... Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir abordé lors de cette conférence? Donc, le sujet principal, apprivoiser les peurs que vous n'avouez à personne. On peut également aborder les mythes de la passion, de la mission de vie. Il y a une personne qui était intéressée par le sujet de la mission de vie, du sens au travail et de la reconversion, et voir comment est-ce qu'ils peuvent vous inviter à faire une transition professionnelle peut-être trop brutale ou trop radicale. On va probablement aborder les 3 étapes pour choisir votre prochaine aventure professionnelle. Et la 4e, qui est écouter votre intuition et vos émotions. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous donner vous parler d'une cliente, Carole, qui a trouvé un métier qui est en adéquation avec ce qu'elle a envie de faire et en pleine explosion d'un point de vue du fait de la crise du Covid, et donc qui va la rémunérer très correctement. Et puis on pourra aborder 3 pistes pour gagner plus sans forcément travailler plus et sans changer de métier. Parmi tous ces sujets-là, je vous invite à indiquer en sondage ceux que vous auriez envie de voir traiter. Alors, je vois que les votes se concentrent sur comment se donner confiance en soi. Je suis en train de me demander si vous pouvez voter pour plusieurs choses. Si j'ai mal paramétré le sondage, peut-être que la réponse est unique. Auquel cas, n'hésitez pas à copier-coller ou à m'indiquer dans la conversation. Ok, réponse unique, merci Constance. Je ne sais pas si je peux faire des modifications de sondage rapidement. Allez, on tente. Je mets fin au vote. Je vais prendre une dizaine de secondes pour faire la modification du sondage. Vous allez peut-être le voir en direct à mon écran. Mais c'est ce qui me paraît probablement le plus rapide pour être clair sur vos attentes et donc pour vous apporter un maximum de valeur. Alors, tac, tac. Est-ce que je peux le modifier? Je n'ai pas l'impression que je puisse le modifier malheureusement en cours de conférence. Donc du coup, je vous invite. Je vais partager les résultats du sondage et à m'indiquer dans le chat s'il y a des éléments d'autres éléments que vous avez envie d'aborder en plus de la confiance en soi. Alors, les peurs, toutes les options pour Marilène, les peurs par rapport à l'entrepreneuriat, se lancer compte tenu des revenus de notre ancien salaire. Ouais, super question, Marine, j'ai connu cette problématique. Peur, confiance en soi, ok. Je le note. Peur, la confiance en soi. On va rapidement aborder, je pense, la mission de vie pour une personne qui avait posé la question. Et puis, je pense que vous avez des clés sur les 3 étapes. On va faire 1, 2, 3, 3, 4. Ok, alors, concernant les peurs. Donc, cette conférence, je vais me présenter, je vais vous
donner le contenu de la conférence, donc à savoir apprivoiser les peurs que vous n'avouez à personne. On va voir le mythe de la mission de vie. On va voir 3 étapes pour choisir votre prochaine étape professionnelle. Et puis, on va aborder le sujet de la confiance en soi. Ensuite, donc ça va durer à peu près jusqu'à 13 heures environ. À 13 heures, je vous proposerai quelque chose. Enfin, je vous demanderai l'autorisation de vous faire une proposition euh, pour 5-10 minutes. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange de questions-réponses. Euh, je vous fais tout à fait confiance pour vous respecter mutuellement dans le chat. On va essayer d'avoir autant que possible des échanges encourageants et constructifs. On peut évoquer nos difficultés dans une optique de se poser la question de comment les résoudre. Et puis, pour info, le webinaire est enregistré. Tout ou partie pourrait être rediffusé par la suite. Euh, donc, à partir de maintenant, vous- j'imagine que vous pouvez, enfin, vous acceptez a priori que ce que vous allez partager dans le chat ou éventuellement au micro soit potentiellement enregistré. Alors, je me présente donc, Samuel Pilot. J'ai fait une école d'ingénieur. Euh, il est ressorti d'un coaching de groupe à l'issue de cette école que j'avais envie d'être utile, de progresser rapidement et d'être dans une culture bienveillante, ce qui m'a conduit à choisir un cabinet de conseil du nom de Bearing Point. Euh, alors, ça nourrissait ces envies-là. Maintenant, la culture du conseil est très orientée. euh, Gagner des missions, faire du commercial, c'est normal. Simplement, moi, c'est pas quelque chose auquel j'aspirais plus que ça. Et puis, au cours d'une mission difficile, loin de chez moi, où je déjeunais le matin, je travaillais, je déjeunais le midi, je travaillais et je dînais le soir et je sortais le soir avec des consultants, avec la cinquantaine de consultants présents. C'était un peu la colonie de travail. J'ai eu, en fait, je me sentais pas du tout à ma place. J'ai envie de quitter le cabinet. Euh, et je me suis un peu senti piégé parce que j'étais loin de chez moi, c'était pas forcément facile, ou je savais pas en tout cas comment faire pour faire des recherches de job. Euh, une petite leçon pour vous de euh, de cet épisode de vie, c'est que j'ai fait un choix qui correspondait à mes envies initiales et je me suis aperçu qu'il y avait des points qui collaient pas et j'ai décidé de changer par la suite. Et donc, pour réagir à ce que demandait, je crois que c'était une ligne de mémoire, de dédramatiser le fait de changer de voie. Oui, on peut changer de voie plusieurs fois et à chaque fois qu'on va changer de voie, on va affiner notre compréhension de ce qui nous motive et de ce dont on a envie, de ce dont on n'a pas envie. Et autant on peut s'en faire une idée, on va voir comment le faire avant de faire un choix, autant effectivement, une fois qu'on y a passé 1 ou 2 ans, il peut y avoir d'autres éléments qu'on n'avait pas forcément vus, qui arrivent et qui nous donnent envie de changer une nouvelle fois, et c'est pas un drame du tout. Donc, j'étais dans ce grand cabinet, je suis passé dans une coopérative qui fournit de l'électricité renouvelable. Donc, structure de plus petite taille où je faisais le même métier, dans un environnement où les gens avaient vraiment, pour le coup, envie de faire progresser la cause de l'électricité renouvelable. Et je me sentais davantage à l'aise en relation avec des personnes qui ont cette envie de sens et de faire progresser une cause. Je me suis aperçu que je n'étais pas motivé en revanche, par le fond du sujet énergie. Et donc, on va le voir, j'ai fait un autre changement par la suite. Euh, et pour info, donc, exercer le même métier dans un autre contexte, ça peut être une bonne piste. C'est-à-dire que je me sentais mieux dans cette coopérative que dans le grand cabinet de conseil précédent. Par ailleurs, pour les personnes qui se poseraient la question, les entreprises humaines et bienveillantes, ouais, ça existe. Et en l'occurrence, c'était vraiment le cas. Il y avait une vraie attention portée, notamment à l'écoute de nos émotions en début de réunion. Et euh, un autre point, c'est... ouais, je vais sauter celui-là. Euh, donc, au bout d'1 an et demi dans cette structure, constatant que j'étais pas motivé par le sujet de l'énergie et ayant de plus en plus envie enfin, c'est 7 ans que je me posais la question de chanter, euh, j'ai fait une retraite. Pendant 4 jours, je n'ai fait que penser au chant et donc j'ai fait à ce moment-là le choix de suivre mon intuition et de voir
à quoi ressemblait la vie si je suis mon intuition et que je me lance à temps plein dans la musique. Donc j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, j'ai commencé les études de direction de chœur, donc de chef de chœur et de chant. Euh, et j'ai eu un sentiment, en fait, de très nouveau de liberté, c'est-à-dire que j'ai fait un choix inhabituel. Je me sentais moins contraint dans l'expression de mes opinions, notamment sur Facebook. Et puis par ailleurs, j'ai fait l'expérience de ce que, et on va le voir pour vos peurs de j'arriverai pas à le faire, d'exploser en fait des limites que je croyais avoir. C'est-à-dire que je pensais pas être capable de faire passer de la musicalité dans mes bras, je pensais pas être capable d'avoir du leadership face à un groupe. Euh, je, je pensais pas être capable de monter mon propre ensemble, ce que j'ai fait dans la première année, mon propre ensemble vocal, donc avec 12 personnes que j'ai monté dans ma première année d'études. Euh, et dès les premiers mois, j'ai eu par ailleurs une première peur qui était déjà présente et qui est restée, qui était comment est-ce que je vais pouvoir gagner suffisamment ma vie avec la musique. Et puis un deuxième élément que je n'avais pas forcément anticipé, qui était que je me sentais pas aussi utile comme chef de chœur que je pouvais l'être. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire passer des bons moments aux personnes, mais pas de transformer profondément leur vie. Et donc, d'où on va le voir, le fait que j'ai démarré une activité de coach en parallèle de ces études musicales. Donc, j'ai fait une reconversion à l'intuition pure. Je ne vous le conseille pas forcément. Ça, c'est ce que j'ai fait à l'époque avec les clés que j'avais, mais on va voir que l'intuition, elle est bien pour se dire quelle voie il est pertinent d'explorer, mais c'est pas forcément pertinent de passer de une chose à temps plein à une autre chose à temps plein, parce que longtemps, je me suis posé la question de comment j'allais gagner ma vie, et c'est très, très, très inconfortable. Euh, Et donc, du coup, j'ai choisi d'accompagner des personnes à choisir une voie professionnelle dans laquelle ils se sentent davantage alignés, c'est-à-dire en cohérence entre ce dont elles ont envie, leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Euh, et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer, qui se demandent par où commencer. Il y a beaucoup de personnes qui ont été, qui se sont posées la question, qui ont fait un bilan de compétences un peu intellectuel, théorique, euh, et qui les faisait prolonger leur carrière dans la voie qu'ils avaient déjà entamée. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se coupent de leurs émotions et de leur intuition, et qui du coup vont en fait rester dépendantes de la checklist de la vie, c'est-à-dire il faut avoir fait de bonnes études, se marier ou être en couple, avoir un appartement, puis une maison, une voiture, des enfants, etc. Euh, Toutes choses qui peuvent être tout à fait souhaitables, mais qui sont bien à mettre en place une fois qu'on les souhaite vraiment, et pas juste parce que c'est notre environnement qui nous y pousse. Et donc j'ai envie de vous donner quelques pistes. Euh, Est-ce que je serais curieux de savoir si vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces anecdotes, de ces symptômes, de ces envies qu'on a évoquées depuis le début de la conférence, est-ce que ça vous paraît du coup pertinent qu'on continue? Est-ce que vous êtes bien dans le cadre dans lequel je peux vous être utile? Je vous invite à l'indiquer dans dans la conversation, dans le chat. Vous pouvez mettre oui, vous pouvez mettre non, vous pouvez indiquer brièvement le symptôme ou la chose dans laquelle vous vous reconnaissez. Marianne se reconnaît complètement, Émile également. Marine est en recherche de sens, d'être utile. Elle a un besoin de liberté, elle déteste l'autorité et le contrôle. C'est difficile en entreprise. Ça, on va le voir, c'est un élément, c'est super de l'avoir identifié. Et du coup, dans la définition de la vision que tu as envie d'avoir pour la suite de ta vie professionnelle, c'est un paramètre qui est très pertinent d'avoir en tête. C'est-à-dire que tu veux soit être ta propre chef, soit être dans un environnement professionnel qui peut donner des directions, mais qui n'est pas dans le contrôle permanent. Et c'est très dépendant des hommes enfin, au- plus même que du secteur euh, d'activité. Ok, donc ça vous paraît pertinent de continuer? Super. Euh, alors, je passe cette planche parce qu'on a vu le contenu qu'on allait aborder ensemble. Et on va commencer par les peurs, apprivoiser les peurs que vous n'avouez à personne. Euh,
Alors, je vais reprendre celle qui était dans le chat. Peur de se lancer compte tenu des revenus de notre ancien salaire. Il y a deux éléments qui permettent. Donc, ça, c'est la peur de Marine qui a exposé à midi 16 dans le chat. C'est. Alors, et pour y répondre, il y a un élément à bien comprendre, c'est que la peur, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle vient nous signaler, pour les émotions inconfortables, qu'il y a quelque chose qui est problématique. Et la peur, notamment, vient nous signaler qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Dans les films d'horreur, en fait, on a peur de ce qu'on ne voit pas, de ce qui peut se passer sans qu'on puisse l'anticiper ou autre. Euh, et je vais aller quelques planches plus loin. En fait, pour vous faire une... Là, vous voyez, euh, si ce qui est représenté dans le rectangle noir, c'est votre champ de vision, vous pouvez avoir peur parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. Et au moment où vous allez éclairer davantage, mais là, vous n'avez plus peur, vous savez où vous êtes, vous savez ce qui est en face de vous. Et donc, la peur nous indique qu'on a besoin de percevoir des choses, ou qu'on a besoin de préciser des choses. Et donc, euh, si vous avez peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que vous aviez un ancien salaire et que vous anticipez que, comme entrepreneur, en tout cas dans un premier temps, vous allez avoir un revenu plus bas, euh, cette peur, enfin, en fait, elle vous est utile parce qu'elle vous invite à, vous, à être très précis sur de quel salaire vous avez besoin sur combien de temps. Donc, à vous poser la question, en fait, à examiner vos dépenses actuelles, à les lister sur une feuille. Où, par exemple, quand j'accompagne des personnes, je leur donne un outil, un tableur qui les aide à faire ça. Et vous listez chacune de vos dépenses. Vous vous posez la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est du bonus? Et j'aimerais continuer à avoir cette dépense, mais je peux m'en passer. Et vous arrivez à un total qui est, j'ai besoin du coup de temps par an. Et vous posez la question, est-ce que mes économies plus ce que je pense pouvoir générer en entreprenant au début me permettent de financer ce dont j'ai indiqué qui était indispensable pour moi. Et si c'est le cas, vous pouvez vous lancer et vous avez, enfin, en tout cas, vous n'avez plus cette peur de ne pas vous rémunérer, enfin, de pas vous rémunérer suffisamment pendant la période parce que vous avez calculé de combien vous avez besoin et combien vous pouvez gagner. Donc voilà, et de façon générale, la peur, retenons-en qu'elle nous invite à aller collecter de l'information. Alors, autre peur qui a été, euh, enfin, qu'une personne m'a partagé en préparation de cette conférence, c'est la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau ou de difficile. Euh, et donc là, on retrouve cette notion que la peur est liée à quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on entend, je lis, peur de se lancer dans quelque chose de nouveau et de difficile. Alors le premier élément, c'est que vous pouvez, avant de vous engager pleinement, commencer par faire quelque chose qui vous permette d'essayer de voir si a priori vous avez des prédispositions pour, si vous arrivez à apprendre suffisamment vite. Par exemple, j'en sais rien, avant de se lancer dans une carrière de chanteur, vous pouvez faire un stage de chant et voir si votre voix se développe suffisamment rapidement. Euh, et, et par ailleurs, vous allez voir en quoi consiste du coup ce métier et ça vous paraîtra moins nouveau. En tout cas, vous aurez plus d'infos. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est hyper critique à savoir, c'est que quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose, en fait, vous allez apprendre plus rapidement que sur les sujets qui ne vous motivent pas vraiment. Donc là, je représente avec une échelle verticale votre, votre niveau dans un domaine donné. En bas, c'est le niveau 0, en haut, c'est le niveau top 10 international. Et si vous voulez vous lancer dans quelque chose, prenons par exemple au hasard, une personne me disait qu'elle voulait devenir céramiste. Euh, une personne qui a un intérêt pour la céramique, généralement, elle a déjà fait un peu, elle est amateur, bonne amateur, donc elle a un niveau un petit peu au-dessus, un niveau un petit peu au-dessus du niveau 0. Et souvent, cette personne va penser qu'elle peut atteindre tel niveau qui lui paraît pas suffisant pour en vivre. Donc le niveau nécessaire pour en vivre, c'est très dépendant du métier en question. Par exemple, le métier artistique, il y a besoin d'être très 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 bon pour en vivre parce que beaucoup de gens veulent le faire et qu'il y a peut-être moins de demandes que par exemple dans les métiers de l'informatique. Et donc le niveau qu'on pense pouvoir atteindre, souvent, il est
inférieur au niveau qu'on va vraiment pouvoir atteindre pour un domaine dans lequel on a de la motivation et de l'énergie. Moi, j'ai constaté quand j'ai commencé la musique, heu, que je pouvais travailler la journée, le soir, le week-end. Bien entendu, de temps en temps, j'avais besoin d'une sieste ou de passer un peu à autre chose, mais j'avais l'énergie, qui faisait que je pouvais y consacrer du temps et que par ailleurs, je retenais plus rapidement ce que j'apprenais. Et donc du coup, je pensais que je pouvais avoir atteint tel niveau et j'ai atteint un niveau plus élevé que celui-là. Je dis pas forcément que c'est un niveau qui suffira à en vivre, mais en tout cas, il faut avoir conscience de ce que si vous vous sentez vraiment porté à faire quelque chose, vous allez avoir davantage heu, de enfin, vous allez l'apprendre plus vite et aller plus loin que ce dont a priori vous vous pensez capable. Alors, peur, une personne qui a peur d'avoir du mal à reprendre le rythme, cette personne, est en burn-out. Alors, heu, il y a 2 éléments de réponse à ça. Le premier, c'est que je peux donner alors j'ai encore jamais accompagné une personne qui était en sortie de burn-out hyper profond, donc j'ai pas forcément d'expérience, précise sur ce sujet-là. J'ai 2 expériences, c'est d'une personne qui était en arrêt, pas très loin du burn-out, et puis une autre personne qui était une mère de famille qui avait arrêté de travailler depuis 1 an et puis qui déjà quand elle travaillait dans un environnement qui avait un rythme assez posé et elle avait peur de ne pas pouvoir reprendre un rythme plus élevé. Et hem en fait, dans les 2 cas, ces personnes ont réussi à reprendre un rythme, notamment parce qu'elles ont identifié quelque chose qu'elles avaient vraiment envie de faire. Et qu'en fait, quand vous avez de l'énergie pour faire quelque chose, votre cerveau, il tourne plus vite que pour la moyenne des sujets. Et donc, le rythme finit par revenir. Dans un cas de burn-out, profond, j'allais dire, hem, je pense que enfin, c'est probablement à vous de le sentir. Simplement, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que si vous envisagez de reprendre une activité, hem, enfin, mettez-vous comme contrainte initiale que cette activité n'ait pas besoin d'un rythme très élevé et assumez-le. Par exemple, activité à temps partiel ou activité dans un environnement, heu, peu qui ne nécessite pas forcément d'être hyper, rapide et réactif, hem, pour que vous puissiez, quand vous y êtes, vous y sentir à votre place, en fait. Hem et ça va vous aider à filtrer les opportunités et à avoir confiance dans le fait que ce pourquoi vous postulez, vous avez bien intégré enfin, que vous vous en sentez capable à ce moment-là, en fait. Voilà ce qui me vient pour cette peur-ci. Une personne disait enfin, attendait de cette conférence d'avoir des clés pour relativiser, sur le fait que essayer une nouvelle voie, c'est pas la fin du monde, c'est juste une nouvelle étape. Oui, effectivement, c'est hyper fréquent de commencer dans une voie et soit de se rendre compte qu'il y a tel ou tel aspect qui ne nous convient pas, soit même d'avoir, à un moment, d'en avoir fait le tour et d'avoir envie de voir autre chose. C'est hyper fréquent, donc après, pour changer de voie, ça demande, de l'énergie, potentiellement de se donner des moyens financiers et cetera, donc tout le monde ne le fait pas forcément, heu, mmh, mais c'est quand même fréquent et je pense, si vous vous sentez appelé à autre chose, ça me paraît pertinent à minima de voir si vous pouvez vous donner les moyens d'aller vers cette autre chose. Et effectivement, c'est une nouvelle étape et c'est enfin, je veux dire, on peut se lâcher la pression sur notre capacité à savoir tout de suite ce qu'on veut. Enfin, c'est normal qu'on sache pas tout de suite ce qu'on veut en sortant des études. Et donc effectivement, essayer une nouvelle voie, c'est tout à fait, normal et pas problématique. Après, il y a des peurs fréquentes, donc la peur de finir sous un pont, comme je l'ai appelé de manière un peu extrême, mais c'est vrai qu'en fait, quand on envisage un changement de voie professionnelle, notamment pour des voies professionnelles type entrepreneuriat ou activité artistique ou artisanale, dont on n'est pas sûr qu'elles vont nous rémunérer suffisamment rapidement, on peut avoir peur de ce qui va se passer si on n'arrive pas à se rémunérer. Il y a, quelque chose qui est très important de faire dans ce cas-là, c'est de se dire: «OK, c'est quoi le pire des scénarios? J'arrive pas à me rémunérer pendant 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Mes économies ont fondu. Est-ce que en fait enfin, est-ce que je finis vraiment sous un pont ou est-ce que potentiellement, je peux avoir un parent, un ami,
qui est en capacité de m'héberger pendant un certain temps, le temps que je retrouve autre chose. Par exemple, que je revienne au métier que j'exerçais précédemment. C'est ce que j'ai fait au moment de me lancer dans la musique. Je me suis dit, bon, en gros, j'ai 6 mois d'argent devant moi. Dans le pire des cas, je reviens me faire héberger chez mes parents et je retrouve un métier dans le conseil. Et j'étais prêt, en fait, à mettre en jeu ces économies pour faire l'expérience de ce à quoi ma vie ressemble en faisant de la musique. À refaire, je le ferais différemment. Je pense que je passerais à mi-temps pour avoir quand même une source de revenus partielle. Mais en tout cas, j'étais au clair sur le fait que le pire des cas, c'était pas que je finisse sous un pont. Le pire des cas, c'est que j'avais plus d'argent et que j'étais chez mes parents à chercher un autre job et à continuer à travailler. Le pire des cas, peut-être que dans votre cas, le pire des cas, il est vraiment problématique. Et il ne vous invite pas à faire une transition conséquente. Euh, mais au moins, vous l'avez identifié. Et donc, si vous ne faites pas la transition conséquente ou si vous ne l'entamez pas, vous savez pourquoi vous le faites. C'est-à-dire que vous savez que votre situation est suffisamment, en gros, trop tendue pour vous permettre de prendre le moindre risque sur l'aspect financier. Et du coup, vous allez peut-être envisager de vous orienter vers autre chose en le faisant sur votre temps libre ou en passant à 4/5e ou autre. Et donc, définir le pire scénario est une super clé pour réduire cette peur de ce qui va se passer si je génère pas de revenus. Euh, alors, avant d'aborder les autres peurs, je vérifie juste dans le chat s'il a pu se dire des choses. Ok. Alors, vous pouvez avoir peur de perdre vos potes, votre famille, votre chien, ou de façon générale, peur du regard des autres par rapport à ce changement. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est une peur qui est légitime. C'est-à-dire qu'on est des animaux sociaux. Et donc, le regard des autres, enfin, en tout cas, ça serait difficile de se retrouver sans le soutien de personnes autour de soi. Euh, je vais nuancer cette peur au sens où, enfin, d'expérience, c'est assez rare qu'une personne qui fasse une transition ait absolument personne qui la soutienne dans cette voie. Par ailleurs, il y a des exemples de personnes qui ont fait une transition qui était très mal acceptée, par exemple par leurs parents ou leurs proches, et où ses parents et proches ont fini par accepter la nouvelle situation une fois qu'ils ont vu à quoi ça ressemblait et que du coup ils la connaissaient mieux. Et puis, il y a un dernier élément, c'est que si vous sentez que vos proches vont très 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 mal vivre votre changement, il y a un vrai choix à faire. Je ne peux pas le faire à votre place, mais il y a un vrai choix à faire entre continuer dans une voie dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, euh, parce que vos proches, c'est là qu'ils vous voient, mais du coup être en contradiction interne avec ce dont vous avez vraiment envie, et partir suivre vos envies profondes, quitte à vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de votre entourage. Cette seconde option, enfin, c'est difficile de savoir ce qu'elle va nous apporter tant qu'on ne l'a pas vécu, et je vous invite éventuellement à lire des témoignages de personnes qui ont fait des transitions, à lire même des témoignages de personnes, par exemple, homosexuelles qui ont fait leur coming out dans un contexte familial compliqué. Euh, il y a une vraie énergie qui se dégage quand on est capable de... enfin, en fait, quand on suit ce à quoi on se sent appelé. Et c'est très difficile d'en faire l'expérience, enfin de savoir à quoi ça ressemble tant qu'on l'a pas vécu, mais je peux en témoigner. Euh, une peur qui est fréquente euh, lorsqu'on envisage une transition professionnelle, c'est celle de mal choisir. Enfin, je me pose 2 secondes. En fait, cette peur de mal choisir, elle est légitime parce que c'est pas forcément facile pour nous au début de savoir quels critères vont faire qu'on va se sentir bien dans tel ou tel job. Euh, des éléments qui peuvent réduire cette peur, c'est un, enfin, planifier une transition qui n'est pas trop engageante. Typiquement, si on veut se lancer dans la boucherie, c'est peut-être commencer à se former et à être employé, et pas forcément acheter son local de boucherie. Euh, et deux, elle peut se diminuer, en fait, enfin, tout simplement en ayant recours à des personnes comme moi, donc coach en choix de vie professionnel, euh, pour vous donner la méthodologie et pour avoir le soutien d'une personne qui va pouvoir vous dire euh, alors oui, là, quand tu me parles de ce projet professionnel, je te sens sereine, je te sens pleine d'énergie. C'est bon signe. Et qui va pouvoir vous poser toutes les questions qui pourraient remettre en question votre projet et voir si vous avez des réponses
euh, rassurante par rapport à ça, ou s'il y a encore besoin de collecter des infos ou de changer. Euh, donc voilà, si vous êtes accompagné, la peur de mal choisir peut être atténuée. La peur de ne pas réussir, peur hyper fréquente, c'est la peur de ne pas avoir les compétences pour réussir ou de ne pas y arriver. La plupart des personnes qui font une transition un peu spectaculaire ont cette peur en fait. Elles ne peuvent pas savoir si elles vont réussir avant de vraiment essayer. La question qu'il faut se poser là, ça revient au c'est quoi le pire des cas? C'est-à-dire je réussis pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup j'aurais perdu du temps, peut-être de l'argent. Et la décision à prendre, ça va être est-ce que je préfère euh, prendre ce risque d'échouer, mais au moins me dire euh, que j'ai essayé et en payer le coût, ou est-ce que le coût est trop fort pour moi par rapport, enfin le coût en cas d'échec est trop fort pour moi, donc je continue là où je suis, mais au moins je sais que je continue là où je suis après avoir mesuré ce coût ou ce risque potentiel de changer. Euh, et donc c'est pour ça que c'est hyper important en fait avant de faire un changement conséquent, d'avoir cette phase de j'explore ce dont j'ai envie, j'explore le champ des possibles et je choisis et je fais un choix vraiment éclairé en fait. Et pas je me lance, mais comme moi je l'ai fait et c'était une erreur, je me lance sans trop, enfin, ouais, sans plus que ça réfléchir au projet. Euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de bien scinder dans une transition professionnelle, la phase de réflexion et d'exploration des possibles, et ensuite la phase de je réalise ma transition vers un nouveau métier. Et ça m'amène à la peur suivante, qui est du moins, une erreur fréquente quand on se dit qu'on devrait changer de job mais qu'on ne se lance pas, c'est qu'on se dit que c'est pas le bon moment. Euh, et en fait, c'est peut-être pas le bon moment pour transitionner vers un autre job. En revanche, c'est rare que ce soit pas le bon moment en fait, de se poser et de se dire, c'est quoi ce dont j'ai envie, c'est quoi le champ des possibles, et d'évaluer les différents scénarios et de se dire, de choisir ensuite celui vers lequel on veut aller. C'est donc deux phases différentes. La phase d'introspection et d'exploration et la phase ensuite de je réalise le changement professionnel que j'ai défini. Et donc, quand on se dit que c'est pas le bon moment, la question que j'invite les personnes qui se disent que c'était pas le bon moment de réfléchir à une transition professionnelle, la question que je vous invite à vous poser, c'est quand est-ce que ça sera le bon moment en fait? C'est quoi le critère qui vous permettra de dire que c'est le bon moment? Si aujourd'hui, par exemple, vous vous dites j'ai beaucoup de travail et j'ai mes enfants à côté et je vais attendre d'avoir moins de travail, ça peut être un très bon critère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de vous poser pour réfléchir. Simplement, posez-vous la question. Du coup, ce sera quoi qui me permettra de me dire que c'est le bon moment? Est-ce que ça va être que je vais pouvoir sortir à peu près tous les soirs à 17h du travail? Et si c'est ça le critère, est-ce qu'il a des chances de se réaliser, disons, à horizon 6 mois ou un an? Ou est-ce que le risque, c'est qu'il ne soit jamais réalisé dans les 10 prochaines années et que vous continuiez dans votre lancée, dans votre tunnel pendant 10 ans? Donc, si c'est pas le bon moment, la bonne question à se poser, c'est quel sera le critère qui me permettra de dire que c'est le bon moment? Quelques autres peurs. Alors, je réfléchis parce que on n'a plus énormément de temps. Je vais finir sur la peur d'impacter mes proches. Euh, Ce qui est hyper important par rapport aux proches, c'est de, en fait, c'est de les associer à la réflexion. Surtout pas de penser qu'ils sont des meilleurs experts de vous que vous ne l'êtes vous-même. En revanche, de leur dire où vous en êtes et, et de construire votre projet professionnel à deux avec les impacts que ça pourra avoir sur la personne. Et souvent, notamment un conjoint peut être beaucoup plus partant qu'on pourrait le penser pour vous soutenir financièrement dans une période de transition, par exemple. Alors, rapidement, euh, un élément sur le mythe de la mission de vie. Alors, donc, il y a pas mal de mythes dans l'orientation professionnelle, comme quoi suivre sa passion, c'est ce qu'il faut faire, ou qu'il faut trouver sa mission de vie, euh, ou que une reconversion est la bonne solution. En fait, la mission de vie, comme la passion,
on tend à penser qu'il n'y en a qu'une, qu'elle dure toute la vie. Et en fait, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que on peut se sentir à un moment porté par exemple, dans mon cas, l'amélioration de, de l'organisation du secteur public, et se rendre compte après coup que en fait, bah, j'ai plus envie d'aider les gens à discerner. Et peut-être que dans 5 ans, j'aurai envie d'autre chose. J'en sais rien, de favoriser la résilience au changement climatique. Donc une mission de vie, c'est pas forcément unique. Et puis surtout, ça se trouve pas forcément en méditant sur son canapé. Ça peut s'affiner au fil de nos expériences. Donc, il ne faut pas que, que l'identification de notre mission de vie nous bloque euh, dans des choses enfin, dans des jobs d'attente en attendant qu'elle nous tombe dessus comme une révélation. Alors, je vais vous présenter brièvement les étapes pour identifier une prochaine étape professionnelle qui correspond à vos envies. Euh, En fait, donc ces étapes, la première, c'est être capable d'écouter vos émotions et votre intuition. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, ça peut être une des causes, par exemple, de burn-out, c'est que vous identifiez pas que votre corps vous dit que vous en faites trop. Euh, Ce qu'on appelle, par exemple, ce que Carla McLaren appelle la dépression situationnelle, c'est quand vous sentez, par exemple, que vos membres ont plus d'énergie, presque que vous n'avez plus envie de taper au clavier. Ça, c'est un signal très fort du corps qui vous dit que ce que vous faites actuellement ne vous nourrit plus, ne correspond plus à ce dont vous avez envie. Euh, et à contrario, des émotions positives telles que la joie vous aident à identifier ce qui vous nourrit actuellement. Une fois que vous êtes davantage à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, vous pouvez identifier vos envies profondes, que je symbolise par les petites étoiles, et vous pouvez ensuite identifier des projets qui regroupent autant que faire se peut ces différentes envies profondes. Et Euh, enfin, vous pouvez choisir l'un et ou l'autre de ces projets, vous dire c'est ça que je veux pour dans 5 ans, et puis choisir les étapes qui vont vous permettre d'y arriver. Et donc là, pour répondre aux, aux attentes d'une des personnes qui étaient présentes, euh, comment faire pour ne pas tout claquer d'un coup et assurer ses arrières pour pas redépenser notre énergie d'un coup et tenir financièrement? Ben, c'est là que, une fois que vous savez ce vers quoi vous voulez aller, la définition du plan d'action est hyper importante. Ça peut être tout à fait préférable pour une personne qui veut se lancer dans une activité entrepreneuriale, idéalement, j'en serais passer au 4/5e si c'est possible, et ou de faire son activité sur le temps disponible qu'on a le soir et le week-end. Et ça nous permet de vérifier déjà si ça nous plaît concrètement, et puis ensuite s'il y a un marché, c'est-à-dire si vous trouvez facilement des personnes qui peuvent être intéressées par votre activité. Et et si vous êtes rassuré ensuite sur le fait que vous pourriez avoir de l'activité, davantage d'activité en vous lançant à temps plein, ça sera plus facile ensuite de laisser tomber votre job actuel pour passer à temps plein. Euh, voilà, donc cet aspect très progressif dans la transition vers une nouvelle activité peut vous aider à pas tout claquer d'un coup et à assurer vos arrières. Et donc, on va aborder le sujet de la confiance en vous. Euh, le constat que je fais concernant la confiance en soi, c'est que c'est pas que enfin, j'accompagne des personnes et même sans travailler la confiance en soi ou sans la travailler spécifiquement, en fait, une fois qu'elles ont identifié euh, ce dont elles ont envie, leurs valeurs, leurs compétences, etc., c'est beaucoup plus facile pour elles de postuler à des jobs qui correspondent à ces envies, valeurs, compétences. J'ai par exemple accompagné euh, une personne qui a eu 3 expériences en entreprise désastreuses parce qu'il ne se sentait pas aligné avec le mode de management des entreprises classiques. Et il pensait être pas du tout fait pour le monde de l'entreprise. Et en revanche, il a identifié qu'il avait des valeurs fortes de contribution, de transmission, d'autonomie des personnes. Et il a vu passer un poste de directeur d'une association très proche du secteur public qui aide les entrepreneurs à se lancer. Et en fait, ce poste était complètement aligné avec ses valeurs.
Et il y a eu 6 personnes qui ont postulé, et lui, il a eu parce qu'il était hyper persuasif, parce qu'il se sentait aligné, qu'il avait les compétences pour ça. Et donc, du coup, sa confiance en soi, elle est venue non pas d'un travail sur la confiance en soi en général, mais du fait qu'il savait quelles sont ses capacités et ses envies, et que du coup, ça lui a permis, parmi toutes les possibilités offertes par le marché du travail, de trouver celle dans laquelle il serait vraiment efficace. Euh, donc voilà, ça c'est un premier élément. Euh, une personne demandait comment reprendre confiance en soi alors qu'on s'est déjà fait mal et qu'on a déjà épuisé notre quota d'énergie. Euh, un élément, euh, un élément de réponse, c'est que quand on sait ce qu'on veut plus, déjà, on a plus d'énergie. Alors, je ne dis pas qu'on a le niveau d'avant, parce que sans être spécialiste du burn-out, je comprends que grosso modo, ça consiste à ce qu'on se soit cramé une partie du cerveau, et c'est peut-être quelque chose qui peut mettre du temps à se soigner physiquement. En revanche, ce qui est certain, c'est que si vous savez ce à quoi vous aspirez, vous allez avoir plus d'énergie que si vous cherchez un job lambda qui ne soit pas forcément aligné à vos envies. Euh, et puis, enfin, je vais inviter la personne qui a posé cette question-là éventuellement à se tourner vers des spécialistes du burn-out, mais ce que j'en comprends, c'est qu'on peut prendre confiance en soi par euh, l'exécution graduelle d'activités de plus en plus sollicitantes, en fait. Pour le burn-out vraiment, vraiment profond, ça sera peut-être, j'en sais rien, pour quelqu'un qui aime bien le piano, se reposer au piano et jouer la main droite d'un morceau qu'on connaissait bien avant. Et puis après, on va revenir sur la main gauche et puis on va en apprendre un autre. Idem pour un job, vous pouvez recommencer dans un job qui est à 2 ou 3 jours par semaine, pas trop exigeant. Et puis quand vous êtes reposé, que vous avez constaté que vous êtes capable de de donner ce niveau d'énergie-là, et ben vous allez peut-être chercher quelque chose qui en demande plus. Une autre personne souhaitait que je traite la perte de confiance en soi qui est propre à une recherche d'emploi dans le contexte actuel. Euh, et là, il y a en fait, pour moi, il y a deux choses à distinguer. Euh, il y a, il y a enfin, le niveau de conscience qu'on a de ses compétences et de ses aspirations par rapport à ce qu'on vise. Et puis il y a le contexte actuel qui fait que les postes qu'on vise, il n'y en a peut-être pas beaucoup, et donc peut-être que ça pose un problème financièrement. Euh, donc il y a un sujet de connaissance de ses compétences et un sujet de peur de manquer financièrement. C'est deux sujets très distincts. Et le sujet de la peur du manque financier, pour moi, peut se traiter en se disant, oh, c'est quoi qui se passe si dans 1 an, 2 ans, j'ai toujours pas retrouvé de job? Au pire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux me faire héberger là encore? Et éventuellement, hein, ça peut aller jusqu'à demander aux personnes qui pourraient nous héberger si elles sont prêtes à le faire dans le cas où on resterait en difficulté. Je l'ai fait une fois et c'est hyper soulageant. euh, enfin, c'était pour moi hyper soulageant de savoir que mes parents étaient prêts à m'accueillir pour une durée indéterminée en fait. Euh, et donc, une fois que cette peur du manque financier est passée, euh, c'est plus facile de se dire, j'ai telle compétence, aspiration, je vise tel poste, et éventuellement, effectivement, ce type de poste est peut-être rare aujourd'hui, mais du coup, on sera capable de se dire que euh, j'ai reçu un refus, je ne sais pas pourquoi, et je vais continuer à essayer et continuer à essayer, euh, sans enfin, ou avec une peur amoindrie de manquer sur le plan financier, en fait. Donc, euh, vraiment deux sujets à distinguer, c'est mes compétences et puis la peur financière. Et quand on reçoit des refus ou des absences de réponse, euh, si on est au clair sur ses compétences et qu'on sait qu'on pourrait aller dans les postes auxquels on postule, et ben, on peut se dire que c'est pas de notre faute, c'est pas de notre fait si on n'est pas pris. Alors, on peut enfin, gagner en technique d'entretien ou apprendre à bien se présenter. Et ça peut aider et ça n'empêche pas de le faire. Euh, alors, Émile pose une question, distinguer les peurs qui nous a protégés à poser les bonnes étapes et celles qui sont comme auto-saboteuses qui empêchent de croire en nous à un moment où on rencontre des difficultés alors que c'est peut-être qu'une étape. Ok, ça marche. Émile, ce que je vais te proposer, parce que c'est que euh,
c'est qu'on regarde un cas précis dans la partie réponse aux questions qui va venir. Parce que là, j'ai du mal à répondre sans avoir un exemple de peur hyper précis. Et donc, je vais vous proposer, puisqu'une personne demandait un exercice pratique en lien avec la confiance en soi, un petit exercice qui dure, je pense qu'il va durer 3 à 5 minutes. Vous pouvez vérifier si vous avez encore le temps de le faire. Et si vous avez encore le temps, eh bien, je vais vous proposer de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Et ça va être un exercice de visualisation. Vous allez vous imaginer dans un certain nombre de situations. D'abord, avant de vous imaginer dans une situation, les yeux fermés, je vais vous proposer de euh, identifier un sujet sur lequel vous manquez de confiance en vous. Par exemple, vous manquez de confiance dans votre capacité à réaliser telle transition professionnelle, ou même à identifier quel job ou prochaine étape pourrait vous correspondre. Ou ça peut être n'importe quelle autre situation en lien avec le milieu pro ou pas, pour lequel vous manquez de confiance dans votre capacité à réaliser quelque chose. Donc vous choisissez cette situation, vous l'avez en tête, et vous allez identifier un, une deuxième situation dans le passé dans laquelle vous vous disiez je ne vais pas arriver à faire telle chose, et dans laquelle, au bout de quelques mois ou années, vous êtes arrivé avec succès à faire la chose qui vous paraissait presque impossible à faire avant. Donc cette deuxième situation, cette deuxième montagne à franchir que vous avez réussi à franchir par le passé. Une fois que cette deuxième situation est choisie, euh, vous allez vous mettre dans la peau de vous à cette époque-là où vous disiez que vous n'alliez pas y arriver. Et vous allez vous remémorer là tout de suite des raisons qui vous laissaient penser que ce n'était pas possible. Donc c'est peut-être pas possible parce que vous ne saviez pas comment vous y prendre. Vous vous disiez qu'il y a telle compétence que vous n'arriveriez jamais à acquérir. Et puis, par exemple. Et puis on va se mettre maintenant dans la peau de vous aujourd'hui. Et vous regardez le vous d'il y a enfin, de cette époque-là, et vous lui dites quelque chose. Ça peut être par exemple, en fait, tu vas y arriver. Aujourd'hui, tu sais pas comment tu vas t'y prendre, mais tu vas découvrir les moyens au fur et à mesure. Comme tu en as vraiment envie, euh, tu vas découvrir ces moyens ou ces personnes qui vont pouvoir t'aider. Donc, vous imaginez dire, vous, aujourd'hui, à vous, dans le passé, qui était confronté à cet obstacle, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ok, une fois que vous avez passé votre message du vous d'aujourd'hui où vous passez, vous allez vous mettre dans la peau de vous-même dans 10 ans. Vous allez vous remémorer la situation 1, donc la situation le, le, le projet que vous avez du mal à réaliser ou dont vous ne savez pas comment vous allez faire ou dans lequel vous manquez de confiance dans votre capacité à le faire, vous prenez ce projet-là et vous vous mettez dans la peau de la personne, de vous dans 10 ans, ayant réussi à faire ce qui aujourd'hui vous paraît difficile. Vous êtes ce vous-même de dans 10 ans. En face de vous, vous avez le vous-même d'aujourd'hui. Quel message est-ce que vous avez envie de lui indiquer? Par exemple, vous pouvez avoir envie de lui dire euh, tu sais pas encore trop comment tu vas réussir, mais tu vas trouver les ressources pour ça. Ou bien, oui, ça va peut-être être pas facile et tu vas peut-être y consacrer plus de ressources que ce dont tu pensais et tu seras fier de toi quand tu l'auras fait. Ce sont des exemples. Je vous laisse choisir ce que vous avez envie, vous, dans 10 ans, de dire à vous d'aujourd'hui. Et quand c'est fait, vous pouvez ouvrir les yeux. Euh, et
voir si vous sentez une différence dans votre, au niveau des peurs que vous pouvez avoir, au niveau presque, j'ai envie de dire, d'un sentiment de liberté ou de capacité que vous avez par rapport au projet qui aujourd'hui vous paraissent délicats. Et du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que le temps qu'on a passé, ça peut être sur ce dernier exercice ou sur ce que je vous indiquais précédemment, vous a paru utile? Et qu'est-ce que ça vous a apporté précisément? Et ça, je vous propose de l'indiquer dans le chat. Euh, donc, soit ça vous a rien apporté, vous pouvez me dire, ok, je connaissais tout ça, j'ai pas eu d'apport, ou si ça vous a apporté quelque chose, bah, je me sens plus confiant ou confiante suite à l'exercice qu'on vient de faire, ou voilà, je vous invite à indiquer dans le chat ce que vous retenez de ce qu'on a pu voir ensemble. Éventuellement, soyons fous, je suis en train de me dire si vous voulez activer votre micro et le partager à tout le monde au micro, voir à la caméra, n'hésitez surtout pas à le faire. Matt dit l'intérêt d'étudier concrètement le projet pour faire ses peurs. Oui, très. Peut-être s'il y avait une chose à retenir de la conférence, c'est effectivement ça, de rencontrer des gens qui exercent le métier que vous avez envie d'exercer, euh, de vous rendre sur place. C'est pas forcément facile en ce moment, mais dans l'entreprise ou la structure ou le type d'entreprise ou de structure que vous envisagez pour voir si la culture colle. Euh, Marlène dit une transition se prépare et il est tout à fait normal d'avoir des peurs. Et oui, et du coup, la peur va vous indiquer euh, ce qui reste à explorer en fait. La peur, c'est juste une émotion qui vous aide à capter de l'information. Par exemple, je me souviens que la première fois que Emmanuel Macron a fait un discours pour présenter les mesures de confinement, en fait, j'avais la tête un peu en avant, les sens très en éveil, et j'écoutais ce qu'il disait avec beaucoup d'attention et de focalisation. Et c'était ma peur, j'allais dire la version soft de ma peur, qui m'aidait à mobiliser mes ressources d'attention pour capter de l'information extérieure. Constance, l'importance de la préparation, oui, tout à fait. Et le fait qu'elle est complètement dissociée de l'action elle-même, au sens de la réalisation. C'est-à-dire que vous pouvez vous poser la question de... Enfin, c'est pertinent de se... Si vous savez que votre job va disparaître dans 3 mois, c'est aujourd'hui le bon moment pour commencer à réfléchir, parce qu'il y a rien, vous n'aurez rien à enclencher avant la fin de la réflexion, en fait. Ou si votre job, vous êtes en CDI, qu'il n'est pas menacé, vous pouvez commencer une réflexion et ça se trouve, vous allez continuer dans votre CDI. Euh, et c'est super important de le savoir, que c'est pas parce que vous réfléchissez que vous allez changer. Mais au moins, si vous ne changez pas, vous n'aurez pas le regret de ne pas y avoir réfléchi. Euh, Émilie, j'ai trouvé ça pertinent et constructif de se préparer à la con via le questionnaire. Tes réponses nous aident déjà à trouver certaines réponses. Super. Confirmé par la théorie et les témoignages, j'en retiens que je n'ai plus qu'à prendre du recul et le temps qu'il me faudra et mettre un pied dans votre exactement. Euh, alors, du coup, heureux de vous voir que la conférence vous a apporté des choses. Et donc là, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui est complètement offert, qui s'appelle l'appel éclair. Euh, je vous invite à me mettre dans le chat si ça vous intéresse que je vous fasse cette proposition. Ça va durer 5 à 10 minutes. Dans tous les cas, que je fasse la proposition ou pas, on aura ensuite un temps de questions-réponses, notamment pour regarder Emeline, la question sur comment distinguer les peurs qui nous aident à nous protéger et les peurs qui sont là comme autosaboteuses. Donc, si vous mettez, enfin, je vous invite à dire oui ou non. Est-ce que ça vous intéresse que je vous présente ma proposition d'appel éclair? Vous mettez oui ou non dans le chat. S'il y a plus de moitié de oui, je vous le présente. Si ce n'est pas le cas, on passe direct aux questions-réponses. OK de Emeline. OK de Marianne.
Et je laisse encore 5 secondes, maths 3, ok, donc ça fait plus... ok, bah Constance, tu peux aller, j'en sais rien, point un T, et puis revenir pour la question-réponse. Euh, donc, je vais vous faire la proposition, et avant ça, j'ai envie de vous proposer de vous imaginer dans le cas où vous auriez une idée claire de votre prochaine étape professionnelle. Donc, vous avez effectué cette première phase euh, de réflexion et d'exploration du champ des possibles, et vous êtes au clair sur ma prochaine étape professionnelle, ce sera ça, et mon plan d'action, ce sera ça. Si vous avez donc cette idée claire de votre prochaine étape professionnelle, en quoi est-ce que ça va changer votre discours interne? Les pensées que vous avez, le discours qui peut-être actuellement vous dit t'es pas bien, faut que tu changes. Euh, en quoi est-ce que ça va impacter ce discours interne? Constance reste parmi nous, c'est une bonne chose. Si vous aviez, en tout cas j'en suis ravi, si vous aviez une idée claire de votre prochaine étape professionnelle, en quoi est-ce que ça va changer votre niveau de sommeil? Il y a des personnes qui m'écrivent à 4 heures du matin pour prendre un appel éclair. En quoi est-ce que ça va changer votre niveau de sommeil de savoir ce que vous voulez pour votre vie professionnelle? En quoi est-ce que ça va changer votre niveau d'énergie et de motivation? Si vous avez une idée claire de votre prochaine étape professionnelle, en quoi est-ce que ça va changer la qualité de vos relations? Ça peut être avec votre partenaire, avec votre famille, avec vos amis, éventuellement avec vos collègues actuels ou avec vos nouveaux collègues, vos futurs collègues, puisqu'à ce stade-là, vous n'avez pas encore transitionné. Alors, sans forcément être devant le médecin, en quoi est-ce que avoir une idée claire de votre prochaine étape professionnelle pourrait impacter votre santé? Et en quoi est-ce que avoir une idée claire de votre prochaine étape professionnelle pourrait impacter votre image de vous? Alors, merci, vous êtes prêté au jeu. Donc, si vous êtes ici, vous êtes peut-être là parce que vous cherchez une voie professionnelle qui vous épanouisse davantage. Potentiellement, chez certaines personnes, vous avez plusieurs pistes, vous ne savez pas forcément laquelle choisir. Euh, alors, le troisième cas est moins pertinent pour cette conférence précise, mais j'ai envie de vous proposer un appel qui est clair. Donc, en quoi est-ce que ça consiste? C'est Ça consiste à passer 1 heure ensemble sur Zoom ou par téléphone. C'est complètement gratuit, avec comme objectif d'établir un plan d'action qui vous soit plus personnalisé que j'allais dire la liste d'étapes que j'ai brièvement présentée aujourd'hui, euh, et qui vous permette d'identifier une prochaine étape professionnelle qui soit épanouissante et qui vous rémunère suffisamment par rapport à vos besoins. Donc, l'idée, c'est que vous allez me présenter votre situation et le niveau de clarté que vous avez par rapport à votre prochaine étape. Et puis, on va ensemble établir un plan d'action pour vous aider à choisir cette prochaine étape. Et donc, à la fin de l'appel, a priori, vous aurez davantage de clarté sur votre situation et sur ce qui vous freine dans votre évolution et comment lever ces freins. Euh, Vous aurez un plan d'action étape par étape pour choisir votre prochaine étape professionnelle. Et donc, peut-être que, à part Constance, vous vous peut-être demandez pourquoi je propose ça gratuitement. En fait, c'est simple, c'est que c'est la façon dont j'obtiens mes clients comme coach. Euh, alors, rappelons que l'appel qui est clair est gratuit. Simplement, en fait, plutôt que de vous dire à quel point vous allez gagner rapidement en clarté en travaillant avec moi, j'ai envie de vous le faire vivre. Le coaching, c'est quelque chose que si vous n'en avez jamais fait, qu'on vous pose des bonnes questions et qu'on vous écoute y répondre sans vous juger, c'est une bonne expérience à vivre. Et je sais qu'un certain pourcentage des personnes auxquelles j'offre ce service auront envie que je les aide en fait à mettre en œuvre leur démarche d'introspection et d'exploration. Et donc, du coup, bah, en fait, à l'issue de cet appel, il pourra se passer trois choses. Alors, soit le plan d'action qu'on aura déterminé est mauvais, vous aurez perdu en gros 1 heure de votre temps. Pire des cas, qui m'est encore jamais arrivé, mais ça pourrait se passer. Soit vous avez eu, cas fréquent pour le coup, des prises de conscience. Le plan d'action vous semble bon, vous vous sentez de le mettre en œuvre seul, ou en tout cas, vous n'êtes pas aujourd'hui euh, prêt ou prête à un accompagnement.
Et du coup, je serais ravi de vous avoir aidé. Je vous souhaite très bonne chance et on se séparera, bons amis. Et puis, si vous êtes ravi du plan d'action et que vous avez envie de le mettre en œuvre avec moi, parce que vous sentez que je peux vous apporter de la validation dans vos différentes étapes, je peux vous rassurer, je peux vous donner des témoignages personnalisés de personnes que j'ai accompagnées, un regard, je peux vous aider à identifier vos angles morts, ce que vous ne voyez pas de vous, les éventuelles contradictions de votre projet que vous n'avez pas vu. Je peux vous apporter une structure, je peux vous aider à prendre du recul. Il y a des personnes qui aiment bien voir régulièrement un coach parce que ça les motive à avancer, elles ont des échéances, et donc du coup elles avancent dans leur introspection. Et puis et puis vous pourriez avoir envie d'un soutien humain dans un moment de remise en question qui est, enfin, pour l'avoir vécu, quand même vraiment pas facile d'un point de vue émotionnel. Donc voilà, si vous avez envie de l'implémenter avec moi, on pourra le faire ensemble. Et donc la façon dont ça se passe, c'est que sur 4 mois, on va réaliser jusqu'à 15 entretiens Zoom pour vous accompagner. Vous avez des documents qui vous posent des questions puissantes sur vos envies profondes, qui vous aident à préciser vos projets, qui vous aident à écouter votre émotion, vos intuitions. Euh, Vous répondez à ces questions, moi j'y ai accès, et puis quand on est ensemble en entretien Zoom, je peux vous faire des retours sur ce que j'ai lu, et puis on examine une peur que vous pouvez avoir, une croyance que vous pouvez avoir sur vous. On voit ensemble les prochaines étapes qui vous sont adaptées. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Bon, par ailleurs, il se trouve que j'ai également lancé un coaching de groupe. Il est limité à 5 personnes. Euh, et les personnes que j'accompagne en individuel ont par ailleurs le droit d'aller dans ce coaching de groupe qui se passe le mardi soir de 21h à 22h. Et pour info, donc cet accompagnement, il s'appelle Aligner Vie et Envie. Il est finançable par votre compte personnel de formation. Euh, donc son montant est de 2100 euros. Et enfin, moi, jusqu'à il y a peu, j'avais plus que ça sur mon compte personnel de formation. Si vous voulez vérifier son montant, je vous indique. Je vous mets le lien dans le chat vers le mode d'emploi que j'ai écrit qui permet de vérifier le montant de votre compte personnel de formation en quelques minutes. Si vous avez un numéro de sécurité sociale en France, vous l'avez très probablement. Euh, Vous avez très probablement un compte personnel de formation, et notamment si vous étiez salarié, les années précédentes, il est très probablement crédité de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Euh, enfin, Blandine a fait cet appel qui est clair. Elle était dans une situation où elle scrollait les pages d'offres d'emploi sans trop d'enthousiasme, mais elle se disait qu'il fallait qu'elle accepte l'idée de ne pas avoir un emploi qui lui correspond. L'entretien lui-même, donc, je ne l'ai pas accompagné après, hein, mais rien que l'entretien lui a apporté de la confiance en elle et de l'apaisement. Il l'a aidé à identifier ses forces, ses peurs, ses rêves, ses passions, ses freins, ses envies profondes, ses aversions. Et elle est sortie avec la conviction qu'elle pouvait vraiment trouver quelque chose en accord avec qui elle est. Et j'ai vu passer quelques mois plus tard sur LinkedIn qu'elle avait trouvé une place dans la communication d'une chaîne de magasins bio. Ce qui, je pense, lui va beaucoup mieux que le travail dans le groupe de luxe qui avait peu de sens pour elle qu'elle faisait avant. Donc, du coup, cet appel est clair. Il est destiné à des personnes, enfin, à certains cas précis. Il y a des cas que je ne peux pas accompagner. Je peux vous accompagner ou je peux vous aider via cet appel éclair si vous n'êtes pas décidé sur la suite que vous voulez donner à votre vie pro et si vous avez envie de clarifier votre prochaine étape et que vous avez envie d'investir du temps et de l'énergie pour se faire à court terme. Si c'est pour du plus long terme, attendons un peu plus tard. Et il y a besoin que vous ayez envie en fait d'être vrai avec vous-même. Alors, on va pas forcément débusquer tous les bullshit, j'allais dire, en 1 heure, mais il y a besoin pour que ce soit efficace que vous ayez envie d'être aussi honnête que possible vis-à-vis de votre situation et vis-à-vis de vous-même. Pour des personnes qui ont une prochaine étape qu'elles ont choisie, qu'elles ont explorée, et dont elles savent pertinemment que c'est celle-là et qui ont juste peur de faire le pas et de se lancer, souvent le besoin, c'est pas tant un besoin de clarté qu'un besoin de formation. Et du coup, probablement l'appel éclair va pas pouvoir aider ces personnes-là parce que je suis pas formateur dans le champ que vous visez. En revanche, si vous avez, j'allais dire, une vague idée, et puis peut-être quelques autres, et que vous sentez que c'est pas très clair et que vous sentez un besoin d'explorer, là, l'appel éclair peut vous aider. Donc, pour ça, vous allez, alors contrairement à ce qui est écrit ici, vous n'avez pas cliqué sur un bouton, mais allez sur un lien que je vous mets dans le chat.
Voilà. Vous êtes, enfin, qui t'amène vers un questionnaire qui dure quelques minutes, qui permet de préciser votre situation, vos souhaits, les difficultés que vous rencontrez et vos disponibilités. Donc, du coup, moi, ça me permet de voir si l'appel éclair peut vous apporter quelque chose, si c'est le cas. Dans le questionnaire, vous m'aurez indiqué un certain nombre de créneaux disponibles. Moi, je vous dirai. C'est là que ça me paraît pertinent. Euh, et donc, on prendra rendez-vous et je vous enverrai un lien Zoom pour qu'on puisse échanger. Les données sont hébergées sur un serveur en Suisse et je les transmets à personne, donc vous pouvez y aller. Euh, et voilà, donc pour mémoire, hein, si on échange ensemble, au pire, vous perdez 1 heure. Au mieux, vous avez un plan d'action plus personnalisé et un peu plus de clarté. Et puis, vous choisissez ou pas de vous faire accompagner ou de réaliser le plan d'action tout seul. Cela étant dit, je vous laisse place à vos questions. Et en fait, donc là, on est en petit comité. Donc, si vous ne sentez pas de prendre la parole, écrivez-les dans le chat. Si jamais, si vous préférez, bah, vous pouvez les indiquer oralement. Et le temps que vous trouviez des questions, je vais proposer à Emeline bah, si tu souhaites, même de prendre le micro, d'allumer la caméra et de m'indiquer une peur que tu peux avoir dont tu te demandes si elle t'aide à te protéger et à poser les bonnes étapes ou si elle est auto-saboteuse. Bonjour. Marine, bon après-midi. Merci pour ton attention. Bonjour. Bonjour, Émile. La parole est à toi, Émile. Ouais, c'est un peu confus là dans ma tête. Je crois que plus on y réfléchit, parfois plus ça semble mauvais. Hmm, j'ai l'impression d'avoir déjà trouvé une réponse à ma question, qui est en fait que c'est parfois en essayant que on Mhm. peut justement voir si c'est ok ou pas. Euh, Moi, je sais que j'ai vécu une situation où j'ai trouvé un poste qui me plaisait beaucoup, qui était un peu le Mhm. métier de mes rêves Ouais. sur papier, en termes d'ambiance d'équipe également, de mission également. Ouais. Et pourtant, je me suis épuisée. Et donc là, je suis en burn-out. Ce que j'identifie, c'est que dès les premiers mois, j'ai eu des insomnies qui, au début, étaient plus des Mhm. insomnies passion, créativité. Et, on réfléchit, on a plein d'idées. Mhm. Après, effectivement, il y a eu des craintes et des limites auxquelles j'ai été confrontée dans la technicité du poste. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé est-ce qu'il faut que je continue ou pas. Alors, tu es peut-être éloigné de ton micro, je t'entends très faiblement. Ah ouais, j'ai pas un Mais micro très qualitatif, hein. là, comme ça, c'est super. Ok, alors je bouge plus. Je répète ou ça allait? C'est juste la dernière phrase, je comprenais, mais pour le confort d'écoute de tout le monde. Oui, du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, j'ai identifié du coup à ce moment-là que j'étais un peu dans un dilemme entre le fait que j'avais sincèrement l'impression d'être dans un métier et une situation qui me plaisait beaucoup, Mhm. mais que j'avais une stimulation cérébrale trop importante et que j'avais du mal à gérer, quoi. Mhm. Et, et c'est là que je trouve ça pas évident quand on est en train de se lancer dans un projet passion, que ce soit en tant que salarié ou indépendant, de trouver les bonnes limites pour gérer son énergie. Et justement, de distinguer, est-ce que c'est mon auto-saboteur là qui est en train de me dire que je suis encore pas à ma place et que je devrais aller voir ailleurs, ou est-ce que j'ai un cap à franchir pour réellement avoir développé assez de compétences et d'aisance pour me sentir bien dans ce poste, quoi. Ok. Est-ce que, donc ça, tu évoques une situation passée où tu as trouvé un métier dans lequel tu avais beaucoup d'énergie au point que pendant la nuit, ton cerveau tournait encore en mode créatif et où tu as senti que tu t'es fatigué, que tu as fait un burn-out. Euh, Est-ce que aujourd'hui, enfin, est-ce que ce questionnement est toujours d'actualité par rapport à une situation aujourd'hui? Et si c'est le cas, je te propose de l'exposer brièvement euh, du coup, pour t'aider encore plus en travaillant sur quelque chose d'actuel, en fait. Mmh. Bah, c'est là que c'est un peu plus délicat. Je suis en arrêt de travail depuis 6 mois, Mhm. pour burn-out, et donc là, j'envisage de revenir en poste.
Ouais. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'il y a qu'en revenant en poste que je verrai si j'ai réellement franchi mes limites, et du coup, je pourrais pas y rester, ou bien si j'arrive à me reconstruire et cette fois-ci à gagner l'aisance, dont j'avais besoin. Mmh. Hem, OK, ça marche. en vrai, Et là ouais, pardon, vas-y, dis-moi ce que vas-y. ça t'évoque. Ouais, et pour info, là, ce que je suis en train de faire avec toi, c'est du coaching au sens où je vais a priori pas, sauf si tu me demandes ou sauf si je pense que j'ai une expertise, à coup sûr sur le sujet, mais je vais a priori pas forcément te donner de réponse, mais te poser des bonnes questions pour que enfin, en tout cas les questions qui me viennent, pour toi t'aider à trouver la réponse qui te convient parce que tu connais mieux ta situation, ce que tu as ressenti et cetera que moi je peux les connaître. Hem, là le j'entends qu'actuellement tu te dis que le seul moyen de vérifier si, tu peux réussir à reprendre ce poste, c'est de le reprendre et de voir ce qui se passe. Hem, il y a une question qui me vient qui est, quels vont être les signaux que tu pourras ressentir, ou constater, hem, qui te permettront de t'alerter par rapport au fait que, que c'est trop tôt pour reprendre? Est-ce que tu identifies des signaux qui pourront t'alerter? Oui, et c'est une très bonne question, en fait, parce que l'auto-saboteur, il peut aussi m'inciter à reprendre trop tôt et donc forcément à me kamikazer. Mmh. Heu et donc du coup, les signaux, c'est, déjà de pas se sentir complètement capable, d'avoir beaucoup de peur, de mal dormir, ça c'est sûr. Mmh. Heu, Parfois d'avoir de la colère sur des choses qu'on aurait voulu être comme ça et sont différentes et sur lesquelles je pense qu'il est important de prendre du recul avant d'y voir plus clair. OK. Je vais préciser ma question au cas où elle aurait pas été comprise dans le sens où je le souhaitais. C'est si tu reprends ton poste et que tu es en poste, Mmh. quels sont les signaux, une fois en poste, heu, voilà, une fois que tu as commencé à reprendre ce travail qui te laisse penser que c'était trop tôt, en fait? Alors, est-ce que c'était bien comme ça que tu as compris la question et est-ce que Mmh. tes éléments de réponse, correspondaient à des signaux que tu perçois une fois en poste? Alors du coup, une fois que je suis en poste, Ouais. oui, j'ajuste, mmh, bah, ce sera ça, c'est est-ce que la réponse que je vais trouver, c'est: «J'ai repris trop tôt» ou «Il faut que j'aille voir ailleurs?» et ça, c'est pas Alors, facile de hem, enfin et on pourra examiner, après comment est-ce que tu peux faire pour éviter que ces signaux arrivent, mais, l'idée c'était de se dire, tu as vécu le fait de t'approcher et d'aller jusqu'au burn-out. Donc tu as pu sentir des choses, toi enfin tu te rappelles peut-être de choses que tu as ressenties et qu'à cette époque-là, tu as, soit ignoré, soit tu savais pas que c'était des signaux précurseurs du burn-out. Hem, J'en sais rien, par exemple, une concentration qui baisse, un niveau de fatigue chronique, ou je sais pas quels signaux ça pouvait être que tu as ressenti à ce moment-là avant le burn-out. Mais maintenant que tu l'as vécu une fois, si tu identifies ces signaux, ils te permettront peut-être de, au moment où tu reprendras ton poste, de voir qu'en fait, tu replonges vers un potentiel burn-out ou si tu les ressens pas, d'être rassuré sur le fait que tu vas pas vers le burn-out puisque tu ressens pas ces signaux d'alerte. Donc du coup, quels sont ces signaux que tu as déjà ressentis et dont tu penses qu'ils pourraient être des bons signaux d'alerte pour vérifier que tu vas pas replonger dans le burn-out? Je dirais oui, en plus du manque de sommeil, le fait peut-être qu'il y ait trop de choses qui me correspondent pas ou qui me correspondent plus. Mmh. Hem, Autant, je suis restée 2 ans sur ce poste, j'avais beaucoup d'adaptabilité et donc du Ouais. coup, quand il y avait quelque chose qui changeait, qui allait dans un sens ou d'un autre, alors je pouvais avoir un avis pour ou contre, mais globalement, je m'adaptais et j'allais dans la direction, qui m'était proposée. Et là, je pense que j'apprends aussi à me connaître par ce burn-out et que, du coup, je vais bien voir si, dans le poste, j'arrive à trouver une place qui correspond mieux à mon rythme et à mes attentes ou s'il y a trop de demandes, contradictoires à ça,
ça sera peut-être le temps de partir, ouais. D'accord, donc potentiellement, un signal, ça peut être des demandes contradictoires. Hem, J'allais dire, une solution, ça peut être de partir ou même une autre, dans ce cas-là, ça peut être de choisir auquel tu réponds et pour potentiellement, ça satisfera pas ton employeur, mais, en tout cas, d'être capable de dire qu'il y a des demandes contradictoires et enfin, mais presque là, je réponds à ta place et je suis plus dans du coaching, mais, en tout cas, les demandes contradictoires peuvent être un signal d'alerte qu'il y a quelque chose à changer et qu'il faut que tu agisses différemment de par le passé où tu essayes de les satisfaire. Hem, OK, est-ce que ça enfin, j'allais dire, est-ce que tu vois d'autres signaux ou est-ce que celui-là te suffit à avoir confiance dans le fait que tu, sauras repérer quand est-ce que tu risques d'aller au burn-out? J'imagine que oui, c'est assez complexe parce que là, on part dans les symptômes que j'ai encore, hein. Quand on fait un burn-out, on développe des symptômes phobiques sur, D'accord. quelque chose qu'on a aimé et qu'on n'aime plus et cetera. Donc ça relève encore de à quel point je vais réussir à revenir justement et à reprendre goût à ce que j'aimais avant. Mmh. Et là, on est vraiment sur quelque chose de spécifique, quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux mettre en place qui pourrait t'aider, à limiter cette folie? Ouais, j'imagine une reprise progressive. Tu parlais tout à l'heure du fait de reprendre progressivement, effectivement, là, si je reprends, ce sera pas à temps plein, ce sera à mi-temps thérapeutique. Mmh. Et OK, ça marche. Le mi-temps thérapeutique te paraît, une bonne façon de reprendre sans risquer, de retomber trop vite dans l'état de burn-out, avancé dans lequel tu étais? Est-ce que ça te paraît suffisant, le mi-temps thérapeutique comme mesure de prévention? S'il advient au bon moment, oui. La question est de savoir si c'est trop tôt ou pas. Hem et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis là, c'est que je réfléchis aussi, je pense que ce qui est important pour moi à ce stade, qui est ce Mmh. stade où je me demande si je change de voie ou pas, c'est d'avoir plusieurs plans et en Mmh. fait de réfléchir à plusieurs voies professionnelles et de me rendre compte qu'en fait, ce dont on parlait, dans le questionnaire en amont, c'est pas la fin du monde, et qu'on n'a pas qu'un seul métier devant nous. Mmh. Ça m'aide aussi, je pense, à avoir plus confiance et à me dire qu'il y aura une solution, ouais. OK, ça marche. Alors, on peut prolonger l'échange, et en même temps, je voudrais être sûr que si une personne veut avoir, de l'espace pour échanger, qu'elle puisse. Donc du coup, si jamais vous aviez envie de poser une question, n'hésitez pas à me dire dans le chat que vous avez envie de poser une question. Et tant que je ne vois pas, je vais continuer, heu, avec Emeline. Hem, donc tu disais que tu une option que tu envisages, c'est de te donner le choix de plusieurs options et de savoir en gros, en revenant à ton poste, précédent, que potentiellement, il pourrait y avoir d'autres choses. Hem, si ça te paraît de nature à te rassurer, à favoriser la prise de poste, moi ça me paraît, enfin je ça me paraît une idée qui est top. Peut-être le seul mini point d'attention que je peux avoir, c'est que ça demande de l'énergie de revenir à son poste, ça demande de l'énergie aussi d'explorer le champ des possibles. Hem, c'est peut-être possible de faire les 2 en parallèle. Hem, le simple point d'attention, c'est est-ce que tu te sens de faire les 2 en parallèle ou est-ce que c'est pertinent de séquencer? Par exemple, de se dire: «Là, dans le mois qui vient, je vais me renseigner sur d'autres pistes possibles, et je me sens pas de reprendre mon job en mi-temps thérapeutique en parallèle, mais donc je m'accorde un mois pour explorer les pistes. Au bout d'un mois, je refais le point». Ça peut être une option. Ou bien si tu te sens de faire les 2, c'est peut-être faisable aussi de reprendre ton job à temps partiel et d'explorer, sur le temps qui te reste, en sachant que le fait d'explorer d'autres possibilités, hem, a très souvent, sur les personnes que j'accompagne, un effet énergisant. C'est-à-dire que, heu, alors, j'ai pas encore eu, hein, ce cas de mi-temps, enfin,
j'ai j'ai eu le cas d'une personne qui était en arrêt et qui a commencé à explorer le champ des possibles et qui regagnait en énergie en explorant le champ des possibles, et qui a pu reprendre une activité professionnelle au bout de 3 semaines. Elle n'était pas en burn-out profond. Euh, et j'ai eu le cas aussi d'une personne qui avait créé une boutique. Elle savait que sa boutique allait fermer dans 2 mois et elle était encore à sa boutique pour la gérer le temps qu'elle ferme à temps partiel. Et à côté de ça, elle se posait la question, enfin, elle explorait les prochaines étapes possibles. Et en fait, elle s'est rendue compte que de s'ouvrir l'horizon et d'identifier euh, d'autres pistes possibles l'énergisait. Euh, et Euh, donc, ouais. enfin, tout ça pour dire que le fait d'explorer le champ des possibles et de se dire de quoi est-ce que j'ai vraiment envie peut être source d'énergie si enfin, si t'en fais pas trop et que tu retombes pas dans un burn-out en te lançant à fond sur 2 sujets énergie. Oui, tu voulais réagir, je crois. Oui, j'allais dire, merci de poser la question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux envisager le plan Alors B là, je t'entends très mal. Est-ce que là, tu entends? Ouais, c'est bien. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à approfondir un éventuel plan B pendant l'arrêt ou en parallèle d'un mi-temps thérapeutique? Euh, je te remercie de me poser la question parce que je m'y autorise assez peu. Hein. C'est vrai que comme là, ça fait 6 mois, mais comme depuis 6 mois, à la fin de chaque mois d'arrêt, je me dis que je vais reprendre. Mhm. Ça aussi, c'est symptomatique du du burn-out. Et donc là, je me dis: «Ben, ouais, je commence à avoir des idées de formation, donc je vais sûrement m'inscrire, mais je vais pas les faire attendre, je vais faire en parallèle, quoi». Et en fait, le petit être tout au fond de moi, il se dirait: «Ouais, mais si tu avais 3 mois de plus d'arrêt, tu pourrais vraiment approfondir, vraiment te réénergiser Mhm. et peut-être revenir en poste après». Et ça, je crois que je m'étais pas encore autorisée à l'envisager. Donc effectivement, tu ouvres une voie. Et alors, enfin, sans avoir moi-même vécu de burn-out profond, comment dirais-je, même de façon générale, même sans burn-out, beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à prendre un temps où elles ne font que réfléchir à la prochaine étape parce que on se dit que pendant ce temps-là, on est inutile ou quoi. Euh, Enfin, bon, ma conviction, c'est que se relancer dans 10 ans de quelque chose qui ne nous va pas bien, je pense qu'on est moins utile qu'à se dire j'arrête 3 mois et avoir 9 ans, 3 quarts dans quelque chose dans lequel qui nous correspond vraiment et donc dans lequel on est euh, vraiment utile, efficace d'un point de vue utilité pour la société. Et puis par ailleurs, dans le cas spécifique d'un burn-out profond, si je fais un parallèle avec, j'en sais rien, ce qui me vient là, c'est une personne qui a eu un accident et qui doit prendre le temps de se rééduquer. Euh, et ben, personne va jamais lui dire à bientôt Constance. Personne va jamais dire à cette personne non, tu te rééduques pas, tu réapprends pas à marcher, tu bosses quoi. Euh, et pour moi, le burn-out étant enfin, aussi, j'allais dire, c'est un syndrome, c'est pas techniquement classé comme une maladie, mais en tout cas réellement incapacitant, ça me paraît à moi tout aussi légitime de se dire qu'on prend le temps de le guérir et de s'en reposer. Euh, et puis, enfin, et d'explorer le champ des possibles pour pas y retomber par la suite, quoi. Donc voilà, ça c'est mon point de vue sur la chose. Je le partage au cas où il favoriserait ton autorisation à te donner 3 mois pour explorer le champ des possibles. Est-ce que tu as envie de réagir? Non, c'est très juste. Effectivement, la théorie de la jambe cassée, je l'ai déjà entendue, mais on me la répétera jamais assez. Parce qu'effectivement, j'ai tendance et je pense la société a tendance à donner plus de légitimité à la jambe cassée qu'au cerveau cassé parce qu'on comprend moins bien ce que c'est. Et Oui, ça, donc c'est oui, pas tu as vraiment. raison de le rappeler, tant que la jambe elle est un peu cassée, on va pas retourner, faire du sport olympique. Et quand on Exactement. a un métier très intellectualisant, et qu'on a un cerveau abîmé, c'est difficile d'envisager de de repartir avec, oui, c'est vrai.
Et puis, bon, ça, j'imagine que tu le sais mieux que moi, mais il y a des mécanismes par ailleurs qui font qu'on est en burn-out de difficulté euh, à savoir quelle charge de travail on peut absorber et à dire non au reste, qui sont par ailleurs bonnes à avoir réglées, ou des prises de conscience qui sont bonnes à avoir faites. Et je pense que tu es au moins en partie engagé sur le chemin de ces prises de conscience qui sont pertinentes d'avoir réglées avant de revenir. Sinon, comme tu le dis, c'est comme si on avait une jambe cassée qui n'était pas soignée et on va se refaire mal ou retomber dans les mêmes difficultés à dire non ou penser qu'on peut absorber une charge de travail énorme. Alors, Marilyn indique malheureusement, les assurances s'en foutent et font reprendre, même si on s'en sent pas capable. Euh, Enfin, là, j'allais dire, ça, c'est un facteur extérieur. Euh, Si une assurance menace de couper les vivres ou quoi, c'est un élément à prendre en compte effectivement dans la décision. Euh, En ce qui me et con en ce qui me concerne, c'est du vécu ça, hein. Parce que comme Mhm. Emeline, j'ai fait un burn-out aussi. Vous m'entendez? Oui, bonjour Marilyn. Bonjour Emeline, pardon. Ouais, je disais que moi, j'ai aussi fait un burn-out et puis, c'est l'assurance qui m'a fait reprendre à un moment donné. Moi, je me sentais pas capable, mais l'assurance, m'a fait reprendre le travail. et, Ça a été, j'ai pas eu le choix, c'était ça, on vous coupait les vivres et puis j'ai été obligée de reprendre un boulot et puis je suis de nouveau en burn-out là, je suis de nouveau en arrêt depuis une semaine. Mmh. Donc voilà quoi. ok, ça marche. Et si c'est, enfin, donc ça, c'est ta situation et potentiellement, enfin, si Emeline, en tout cas, peut se permettre, au vu des conditions assurantielles et financières, de prendre 3 mois pour se poser et explorer, elle peut faire ce choix-là. Euh, ok. Est-ce que, du coup, j'allais dire, Emeline, si tu venais avec une question qui était grosso modo, enfin, comment est-ce qu'on sait si c'est la peur, enfin, si on se protège comme il faut ou si c'est un autosaboteur. On a vu que c'était une question qui était liée à la question est-ce que c'est le moment de reprendre ou pas, ou de prendre le temps de regarder autre chose. Est-ce que, enfin, à ce stade, est-ce que tu as t'as envie de décider d'une prochaine étape pour toi, ou est-ce qu'il y a encore des incertitudes par rapport à est-ce que tu vas continuer 3 mois off ou reprendre et explorer en même temps? Là, j'ai repéré 2 formations qui m'intéressent vraiment et ça fait 3 jours que je me dis que je vais peut-être vraiment, m'inscrire à l'une d'elles. Mhm. Et aussi la flip, hein, quand on dépense 1 500 € et que ça représente une grosse partie de nos économies, mais en tout cas, c'est une étape que j'envisage. Mhm. Hem, c'est une formation de 4 jours, donc je me dis que potentiellement, ça peut rentrer dans mes 2 prochains mois d'arrêt si mon arrêt est prolongé. Ouais. Hem, ça, ce serait une première étape. Hem et j'avoue que je suis dans une grosse hésitation là sur, est-ce que je me lance dans justement, dans le fait d'aller plus loin dans un coaching, compétences et autres, sachant que j'ai quand même des idées assez précises? Ou est-ce que je me «fous la paix» entre guillemets? Dans Mhm. le sens où je sais très bien que j'ai tendance à toujours chercher des solutions, que ça fait 6 mois que mon cerveau il s'est reposé, mais pas tant que ça, parce que je réfléchis toujours à des plans A, des plans B et des plans C. Mhm. Donc là, je suis vraiment en train d'hésiter entre, le repos, le le besoin de réponse, un accompagnement de plus parce que j'ai déjà fait des étapes, pour m'aider à clarifier et ça Mhm. sera certainement un peu de tout ça. D'accord. Et là, ce qui me vient en t'entendant, c'est que tu es peut-être dans le bon cas d'utilisation de l'appel éclair, en fait. Au sens où, enfin, parce que là, j'entends qu'il y a pas mal d'options et j'allais dire, le- enfin, je vais pas tarder à aller déjeuner, mais et du coup, ça peut prendre un peu de temps en fait, juste de toutes les poser et de se dire, ouais, et de voir laquelle
de ces options te paraît la plus adaptée aujourd'hui pour toi. Euh, Enfin, typiquement, l'appel éclair vise à déterminer le bon plan d'action pour toi, vu là où tu en es. Euh, et vraiment, enfin, tu pourras peut-être déterminer que le bon plan d'action, c'est un bilan de compétences. Tu pourras peut-être déterminer que le bon plan d'action, c'est autre chose. Et il n'y a enfin, aucun problème avec ça. Matt Nikit, bon appétit peut-être Matt ou bon après-midi. Euh, donc voilà, si ça te tente en fait enfin, qu'on prenne 1 heure ensemble pour approfondir la situation, n'hésite surtout pas, tu as le lien là un peu plus haut dans la conversation, euh, à m'indiquer tes dispo pour qu'on prolonge ce qu'on vient de faire là en fait, euh, et pour t'aider à évaluer laquelle de ces options paraît pertinente à court terme pour toi, quoi. Mm. Je sais pas si tu as envie de Effectivement, réagir. ça peut être pertinent. En tout cas, je pense que c'est un bon cas d'utilisation de cet appel. Ok. Euh, Et peut-être juste en réponse à Marilyn, sans rentrer dans forcément une discussion pour prendre du temps, mais effectivement, la sécurité sociale parfois peut nous faire reprendre. Moi, j'ai la chance d'être tombée sur une médecin du travail hors pair qui, du coup, pour l'instant, est plutôt du genre à m'inciter à n'y pas y retourner contre mon gré que l'inverse. Mais effectivement, ça dépend des médecins et donc voilà. Faut se souhaiter de tomber sur la bonne personne, et se rappeler qu'on a des droits aussi. C'est je vrai. sais pas. Possible de changer de médecin dans un tel cas. Je- Médecin du travail, médecin conseil, je suis pas sûre. Médecin traitant, oui. Je me dis que si médecin traitant est contre, peut-être qu'il peut influencer. Enfin voilà, c'est juste des pistes sans rentrer dans. J'ai pas d'expertise non plus sur le sujet, mais ok, ça marche. Merci, Mine. Est-ce que Marilyn, tu as envie de poser une question? Non, parce qu'en fait, Emeline a posé un peu les questions que moi je posais, que je me D'accord. posais. Donc finalement, maintenant, c'est vrai que moi, je suis en burn-out. C'est la deuxième fois que je retombe. Je me dis, bon, bah, maintenant, pour moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il est hors de question que je retourne dans un bureau Ouais. parce que C'est bien. j'étais dans le secrétariat. J'ai fait un peu de formation, mais là, je me rends compte aussi que c'est beaucoup trop fatigant. J'y arrive pas non plus. Alors, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Une question. Alors, quand je t'entends dire raconter, Samuel, ton expérience par rapport à la musique, je me dis: «Waouh, il a osé». Mhm. Super. Moi, c'est vrai que là, mais bon, ça change mes idées, mes envies changent assez régulièrement. Là, aujourd'hui, tout de suite, j'aimerais faire plutôt un truc avec mes mains parce que je sens parfaitement que je vais reprendre dans un bureau. Alors, j'ai les compétences, hein, c'est pas que j'ai de l'expérience, j'ai de la compétence, notamment dans tout ce qui concerne le domaine de la construction. Moi, je suis en Suisse, hein. Mhm. Mais je sais parfaitement que ça va jouer pendant quelques mois, maximum quelques mois et je vais recommencer à faire des conneries, je vais recommencer à faire des, machins qui fait que je vais me faire virer, quoi. Donc moi, on me dit alors j'ai dit: «Ouais, je voudrais faire un truc artistique». Je vois pas j'aimerais faire un truc artistique, mais donc ça me parlait pas mal. Je suis pas trop Mhm. mauvaise en photo, mais je vois pas trop comment je peux faire. Mon psychiatre me conseille d'aller dans des métiers de bouche. Pourquoi pas, comme cuisinière ou bien Mhm. pâtissière ou je sais pas quoi. Mais concrètement, j'ai du mal à rester debout longtemps. J'ai tout de suite mal au dos. C'est une bonne contrainte à Eh oui, avoir. oui. Euh, et ouais, en fait, dans ce que j'entends, tu as un certain nombre de pistes. Il y a des choses dont tu sais que c'est pas possible, donc la contrainte au niveau du dos. Une chose dont tu sais que c'est probablement pas possible, le travail de bureau. Euh, un élément, enfin, sur lequel on pourrait creuser, qui est que, enfin, je sais plus comment tu le disais, mais que tu risquais de péter un câble ou que ça risquait de mal se passer au bout d'un certain temps dans un travail de bureau avec ton entourage professionnel. Euh, et puis, un certain nombre de pistes de ce que tu pourrais faire. Euh, ce qui me vient très spontanément, c'est que... euh, et tu dis en plus qu'il y a des envies qui sont là et qui vont, qui viennent. Enfin,
tu me parais, en tout cas, pile dans le cas où c'est pertinent de faire un bilan de compétences. Je sais pas si c'est le bon moment pour le faire, mais au sens où, ou en tout cas une démarche dans laquelle tu poses les différents projets et tu vois ce que tu peux en attendre, tu vérifies sur le terrain si ce que tu en attends est vraiment là, tu en élimines ceux pour lesquels, enfin ceux qui sont éliminatoires, typiquement, si tu sais que tu peux pas tenir debout, c'est pas la peine de creuser le projet de faire de la cuisine. Euh, Mais en même temps, j'adore faire de la cuisine, quoi. Elle est et partie de ça, la psychiatre, elle pense à ça parce que c'est vrai que moi, je m'éclate quand je cuisine, et vraiment. c'est là que, enfin, c'est là que c'est pas forcément facile à faire en quelques minutes, mais euh, c'est bien d'avoir identifié l'ensemble des trucs qu'on a envie de faire et ensuite de se dire comment est-ce que je les intègre dans une vie que j'ai envie de mener à tel horizon de temps. Parce que typiquement, la cuisine, et c'est le cas pour beaucoup de choses en lien avec l'artistique, c'est quelque chose qu'on peut, enfin, qui peut nous satisfaire de faire sur notre temps libre ou même un jour par semaine si on a une activité à 4/5e et qu'on pourrait, enfin, et qui ne nous correspondrait pas à temps plein. Typiquement, dans mon cas, la direction de chœur, j'ai adoré les 3 années où j'ai étudié. Simplement, je me suis jamais senti utile et donc, enfin, ou profondément utile et je me vois pas faire que de la direction de chœur. Je me vois bien faire, alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais diriger un, deux, trois chœurs et être coach. Euh, ça, je me vois bien le faire. Mais Comme sans moi, en fait, quelque part, je me verrais bien aussi avoir un job où, je sais pas, je serais par exemple, je sais pas moi, pâtissière un jour par semaine, formatrice un jour par semaine, et puis photographe un autre jour par semaine. Ça, je pense que ça me plairait bien. Un truc où je change régulièrement, en fait. Mais et, ça me semble impossible. Ça me semble juste impossible à faire, ça. et ça, en fait, c'est difficile de le. Comment dire? Et du coup, tu as cette idée en tête, et ça reste une option. Et ça te semble impossible, et en même temps, t'en es pas certaine, a priori. Non, j'en Euh, suis pas si certaine parce que j'ai une de mes copines, par exemple, elle fait, et bon, elle a le brevet fédéral de formateur d'adultes. Elle donne vraiment le truc mhm. qui va tout en haut, mais elle donne des cours par-ci, des cours par-là, puis elle est secrétaire, et puis, mais bon, elle galère. Il y a des mois où elle galère, quoi. Ça dépend tout des mandats qu'elle a. Et donc, c'est là que, en fait, pour toi, cette idée-là, aujourd'hui, elle est en tête, et de ce que je comprends, tu n'as pas encore choisi de si c'était une bonne piste ou si c'était quelque chose que tu voulais dégager. Et, euh, et c'est hyper. Ça me paraîtrait être très utile pour toi de te poser et de prendre le temps d'explorer cette piste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans la photo un jour par semaine et combien potentiellement ça peut rapporter et combien de temps ça met à ce que ça rapporte. Pareil pour la pâtisserie, est-ce que c'est possible d'en faire un jour par semaine, combien ça rapporte. Et puis telle idée. Et en fait, de, en explorant plus en détail ce qui est possible ou pas et à quel prix, ça t'aidera à te dire, OK, ce projet-là, de faire ces 3 activités-là en parallèle, il est possible, ça va être difficile, ça a tel coût et tel risque et je suis prêt à supporter ce coût ou ce risque. Ou bien, il est difficile, ça a tel coût et tel risque et je suis pas prêt à le supporter. Et donc, du coup, j'oublie ce projet et je passe à autre chose, en fait. Et c'est là que, enfin, euh, tu peux le faire seul et ça va encore plus vite de le faire de façon accompagnée. Mais c'est super important d'avoir, enfin, ou en tout cas, un gros avantage à avoir exploré chacune des possibilités, c'est que tu peux en rejeter certaines et tu sais pourquoi tu les rejettes et tu regrettes pas de pas au moins avoir vérifié si elles sont, si elles peuvent te convenir ou pas, en fait. Et moi, par exemple, dans le cadre de la formation, la formatrice, prof de français, hein, tout simplement, avec Ouais. les étrangers. Après mon premier burn-out, j'ai décroché un job dans la formation, un job à plein temps au début, puis ensuite à 50. Mais Mhm. j'ai adoré, mais vraiment le job idéal pour ça. J'ai Ouais. adoré, c'était mais juste fantastique, mais j'étais épuisée à la fin d'une journée. Quand je dis épuisée, c'était à 7h30, j'étais au lit, hein. Je tenais pas. Donc en fait, il y a aussi une question de j'adore donner des cours, mais en même temps, je suis complètement capoute. Je suis naze, quoi. Physiquement, j'arrive pas à suivre. En fait, il y a aussi ce problème-là. Maintenant que j'ai le burn-out, voilà, quoi.
Je Et toi, ressens des demandes. typiquement, c'est top que tu aies expérimenté et que tu aies vu que ça fatigue à la fin. Et, Alors je et, sais que donner des cours sur une petite période, oui, mais à long terme, non. et Voilà. donc, du coup, peut se poser la question, est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que ça peut être quelque chose qui est un jour par semaine en parallèle de d'autres trucs un jour par semaine? Une autre question qui peut se poser, c'est, OK, tu as essayé, tu l'as fait un peu, tu étais crevé. À quel point est-ce que ça se résorbe avec l'expérience? Parce que, enfin, la première fois que j'ai dirigé un chœur, j'étais crevé aussi, au sens où il y avait plein de trucs que j'étais obligé de faire de façon consciente et plein de paramètres de sons qui m'arrivaient, de trucs qu'il fallait que je fasse avec mes bras, etc. Et avec l'expérience, c'est devenu des automatismes et donc c'est moins fatigant pour moi de diriger un chœur. Je dis pas que ça va être le cas en formation, mais peut-être que d'aller voir des formateurs ou formatrices t'aiderait à évaluer si tu as été, enfin, si vraiment tu vas être claqué à chaque fois ou si au fil de l'expérience tu vas être de moins en moins. Euh, Alors, là-dessus, je me permets de te couper parce que j'ai pas mal d'expérience à ce niveau-là, hein. Moi, ça fait 10 ans depuis 2008 que je donne des cours bénévolement en soirée. donc c'est pas une Donc, question à d'expérience. ce niveau-là, la fatigue, au début, je me disais, mais non, la fatigue, c'est parce que j'ai pas l'expérience, et puis machin, puis que puis j'ai déjà une journée de travail dans les pattes, parce que je donnais des cours de 3 fois par semaine, plus encore mon travail à plein temps, enfin, machin. Alors, au début, j'avais attribué ça à ça. Et quand j'ai commencé à travailler à l'hospice, enfin, avec les réfugiés, je me disais, mais non, c'est parce que j'ai pas l'habitude de donner autant de cours. Mais au bout de 3 mois, quand tu es tout le temps autant fatigué que le premier jour, Ok, c'est un peu que tu as la réponse en fait. Tu voilà, sais. je sais que c'est pas faisable. En ce qui me concerne, c'est pas faisable sur du long terme. Ok, donc du coup tu peux Mais évacuer. en même temps, j'ai adoré ça. Do you follow me? Ouais, enfin, non, mais je te suis complètement, hein. J'ai adoré étudier la musique et aujourd'hui j'ai plus envie parce que. Enfin, mais je sais que si je le faisais, j'adorerais, mais j'ai plus envie. Et donc, du coup, enfin, en tout cas, d'études, j'ai toujours envie de diriger un peu, mais. euh, et donc, du coup, j'ai adoré et je sais qu'aujourd'hui, c'est plus fait pour moi. Et donc, je sais que je peux, enfin, évacuer cette idée et consacrer mes pensées, mon énergie à autre chose, en fait. D'accord. Parce que maintenant, du coup, j'ai rien compris. Parce qu'il y a une époque, tu te posais la question sur un groupe ou sur ton mur, je me souviens plus, où tu te Ouais. posais la question de savoir est-ce que tu allais faire de la musique ou Ah bien oui. Euh, qu'est-ce que oui, tu exact. allais faire? Et du J'ai coup, tu posté fais une quoi vidéo. maintenant? En fait, enfin, donc, pour être très précis, donc, la saison dernière, j'ai étudié à Amsterdam. J'ai pris l'année de césure pour monter l'activité de coaching. Et euh, enfin, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à temps plein sur le coaching. Et donc, euh, enfin, c'était conscient. C'est-à-dire que déjà, je savais que à choisir entre les deux, ce serait le coaching et que j'avais besoin de monter l'activité. Du coup, j'ai pas travaillé des masses ma direction. J'ai envoyé une vidéo de moi qui dirigeait au Conservatoire d'Amsterdam. Ils m'ont dit, t'aurais dû faire des progrès en ton absence, t'en as pas fait, on va pas te reprendre. Donc du coup, après, je vais pas revenir à Amsterdam l'année prochaine. Et puis en plus, et quand j'ai reçu ce mail, il y a une partie de moi qui était soulagée, je pense, parce que fondamentalement, je me sens pas le besoin d'augmenter mon niveau en direction de cœur, ou en tout cas d'y consacrer autant d'énergie et de manque à gagner que d'aller étudier à Amsterdam. Donc du coup, là aujourd'hui, je suis à 100% sur du coaching. J'y suis à 100%, notamment parce que c'est Covid et que faire répéter des chœurs, c'est en gros interdit. Et donc, quand on pourra Ah, mon frère est répéter très de malheureux. nouveau, Mon frère chante déjà, dans un chœur, il est très très malheureux de plus pouvoir chanter. Donc, donc, et du coup, bah, je pense que lui comme moi, quand on pourra rechanter de nouveau, enfin moi en tout cas, je vais m'y remettre. Il y a un chœur dans lequel je suis chef assistant et très probablement je lancerai un autre projet pour être chef d'un autre ensemble, d'être le seul chef. Euh, voilà, ça c'est la vision que j'ai à horizon, enfin au moment où on sera suffisamment vacciné, quoi, on va dire. Euh, et pour l'instant, je suis 100% coaching, là tout de suite. ah, d'accord. Voilà. Parce que je me souviens avoir hésité à répondre à la question que tu posais, parce que je suis en ce moment une formation sur l'accompagnement spirituel, qui est Mhm. absolument génial, hein, d'ailleurs, en parenthèse, qui est Ouais. compliqué parce que c'est pas dans ma langue, c'est en italien, mais vraiment j'adore. Et Mhm. après, ce que je me dis là, je suis en train de faire ce truc pour le fun, parce que concrètement, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais vivre de ça, aucune idée. Donc, Mhm. et puis on nous donne des clés, notamment pour aider les gens à discerner.
Justement, c'était typiquement ce genre de questions, puis on disait: «Mais moi, j'avais envie de te répondre et qu'est-ce que ça te fait physiquement, si tu te projettes dans l'un ou de l'autre?» Je sais pas pourquoi on est en train de parler de ça d'ailleurs. Euh, Parce que, ouais. Mais effectivement, c'est une bonne. Enfin, c'est un très très bon critère auquel j'initie les personnes que j'accompagne, en fait, de se dire tu te mets dans telle situation, tu sens comment est-ce que ça se passe pour toi, puis tu te visualises dans telle autre situation et tu sens comment ça se passe. Et euh, là, il s'est trouvé que la réponse du conservatoire est arrivée avant que j'allais dire complètement discerné, et du coup, j'ai pu trouver le choix, mais effectivement, j'ai senti même physiquement un soulagement de savoir que de toute façon, je pourrais plus aller à Amsterdam, enfin, qui m'a aidé à accepter ce qui était par ailleurs difficile pour moi, en gros, de me voir refuser le retour dans le conservatoire. Donc oui, ouais, le ressenti physique est parmi d'autres, hein, mais un très bon indicateur de discernement, je le partage tout à fait. Ok, je vois qu'il est 13h58. Voilà, Et ouh si, là! si vous avez une ultime et rapide question, je peux y répondre avant d'aller déjeuner à 14h. Sinon, enfin, voilà, est-ce que vous avez une dernière envie, un dernier truc à partager? Bon, juste dire grand merci pour le temps Avec grand consacré. plaisir. Pour une fois, j'ai l'impression que d'avoir des pistes un peu plus, j'ai pas l'impression pour une fois parce que là, je regarde un peu quelques vidéos, tu es pas le seul, hein, et pour une fois, j'ai vraiment l'impression que tu es, concret, humble. Je te sens très humble Mhm. par rapport à ça et j'aime beaucoup. Merci. Et je J'aime serais curieux de beaucoup savoir ce que j'aime ça beaucoup s'appelle. ce côté, à part que je trouve toujours que ta voix me correspond pas. Non, ça m'a toujours fait rire. Tu as une voix tellement basse, mais je te sens relativement humble. J'ai pas l'impression que tu donnes tout de suite, comment dire ça? Je te sens pas, que tu me donnes pas la baguette magique. Ouais, tu as Ouais. pas la prétention voilà, non, non, je cherche mes mots, pardon. J'ai le sentiment que tu n'as pas la prétention d'avoir la baguette magique. Tu n'as pas la solution toute faite. Alors OK, tu me donnes des pistes, de ce que ton expérience, ta formation te donne, mais sans moi, enfin, en tout cas, moi, je le comprends pas, je l'entends pas comme ça, que de toute façon, c'est moi qui ai la solution, c'est Ouais. exactement comme ça que tu vas faire, sinon tu vas te planter. Et tu C'est vois, plutôt: «Ah, mais et si tu essayais ça? Parce que peut-être ça peut jouer». Moi, hmm, c'est comme ça que je l'entends et j'apprécie beaucoup quelque part, cette honnêteté, quoi. écoute, merci pour ce retour. Et effectivement, j'allais dire, c'est une hypothèse fondamentale du coaching que de dire que c'est chaque personne qui est la meilleure experte d'elle-même, et que j'ai pas que les 90% des conseils que je peux lui donner ne seront pas applicables dans son cas. Et en plus de ça, j'ai envie enfin, je suis presque étonné en fait du coup de t'entendre dire en creux que d'autres personnes sont beaucoup plus dirigeantes. Parce que pour le coup, de mon expérience, ça marche vraiment pas, quoi, de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, des personnes qui se posent des questions, c'est déjà pas évident pour elles d'y répondre, alors qu'une personne extérieure leur dise enfin, leur Ah oui, oui, non, dise, mais là, moi, je viens de faire un je truc. comprends pas, quoi, Le mais chômage m'a payé une formation que j'ai même pas pu terminer d'ailleurs, hein, parce que, ben, voilà, je suis tombée j'ai replongé parce que là, je suis au chômage actuellement, hein. Je suis replongée en burn-out. Le coach que le chômage me payait, c'était juste un peu ça, quoi. Quand auquel je cas, disais: «Non, mais j'ai des attaques de panique, j'ai ci, j'ai ça», «Ah ouais, non, mais bon, de toute façon, vous arrêtez pas de m'interrompre, blablabli, blabla». Enfin bref, la cata, quoi, la catastrophe. Ça s'est très, très mal passé et j'ai pas été gentille dans mon rapport d'ailleurs, entre parenthèses, mais ok, bah écoute, bah, enfin, merci en tout cas pour ton retour, et ah merci à toi, de vraiment. voir que t'aimes, que t'apprécies enfin, cette capacité à proposer sans imposer, on va dire, qui est effectivement au cœur de ma façon de fonctionner, euh, un peu dans mes vidéos et beaucoup dans mes coachings. Et, euh, et avant de vous souhaiter bon appétit, il y a un dernier truc que j'ai envie de dire à Emeline, c'est euh, si ça te fait peur de mettre 1 500 € dans une formation, enfin, il peut y avoir une étape avant qui est de se dire d'aller échanger avec des personnes. Alors, je donne un conseil, ou du moins, je propose une option qui peut être d'échanger avec des personnes qui font le truc pour lequel tu comptes te former,
et donc du coup vérifier si ça peut te plaire ou pas avant de sortir les 1 500 €, quoi. Parce qu'une formation est souvent envisagée comme un bon moyen de tester quelque chose, mais il y a des personnes qui font la formation avant même d'avoir discuté avec des gens, et donc avoir discuté avec des gens du métier, et donc du coup, je sais pas si c'est quelque chose que tu as fait, Emeline. Si tu as jamais discuté avec des gens qui font le truc pour lequel tu as envie de te former, ça peut être un bon préalable avant de débourser 1 500 €. C'est un petit point d'attention qui me venait. Et écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais déjeuner, et puis peut-être au plaisir d'un appel éclair ou d'une future conférence, ou d'un Merci échange. beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi, bon Au appétit. revoir. Bon appétit.